Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Aujourd'hui, comme tous les lundis et pour bien commencer la semaine, nous allons faire notre premier crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la journée qui est consacrée aux plateformes blockchain et celles qui nous permettent l'émission de contrats intelligents, donc les smart contracts, et la création d'applications décentralisées, donc les dApps. Donc là, vous l'avez bien compris, on va se focaliser sur l'Ethereum, le Cardano, le EOS, le Neo et le Zilliqa. Bien évidemment, avant de commencer, je dois rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir, avec des actifs financiers qui sont très volatiles. Donc rappelez-vous qu'avant de placer un trade ou de faire quelque investissement, que ce soit avec l'une ou l'autre de ces cryptos, soyez sûr de faire vos recherches, vos analyses et vos investigations très poussées et soyez sûr de comprendre réellement dans quoi vous êtes en train d'investir dans les cryptos en général, ce que c'est que le blockchain en général et tout ce qui va autour de cela. Ok, donc rappelez-vous qu'il y a beaucoup plus de choses à voir que juste avoir un compte dans Binance et avoir regardé 2-3 vidéos sur YouTube et participer à un compte Facebook de discussion. Il y a bien plus que ça. Ok, donc là, voilà. Et d'un autre côté aussi, méfiez-vous des publicités mensongères sur Internet qui vous promettent des retours quotidiens, hebdomadaires et mensuels faramineux. Donc méfiez-vous-en. Votre capital, votre patrimoine, c'est votre responsabilité. Donc soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. D'un autre côté, toutes ces vidéos, vous allez pouvoir les retrouver sur notre canal YouTube, le Trading Watch TV. Et bien évidemment aussi, vous allez pouvoir me retrouver moi à travers le www.jctune.com pour tout ce qui est service de consulting et services et solutions de recherche. Donc là, on vous donne accès aussi à pas mal de choses afin de vous aider si le besoin s'en fait ressentir et que vous dites, bah tiens, ici, bah, Serge, tu peux m'aider avec ci, ça, bah, on a des services et des solutions qui vont pouvoir vous aider. Donc venez, jetez-y un œil. Donc l'éducation financière, les services de consulting, la solution active et les rapports trimestriels, donc le Global Crypto Research. Encore une fois, je passe mon annonce. Pour tous ceux qui sont souscrits à cela, vous avez déjà normalement dû recevoir la notification et de YouTube provenant du canal TradingWatch TV, vous donnant accès à la playlist privée. Et d'un autre côté aussi, ben moi, je vous ai envoyé le PDF de, comme vous voyez ici, 125 pages et les 16 heures de vidéo à travers un deuxième compte. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez les deux, donc un backup. Au cas où il y a un problème, eh ben, vous avez normalement deux sources privées auxquelles tous ceux qui sont souscrits à ce service, vous y avez accès. Ok, donc voilà, et bien évidemment, pour pouvoir me contacter, vous avez mon email que vous voyez ici, vous l'aurez en description de vidéo et ici à travers le site vous avez le box de messages. Donc dès que vous me laissez un message, je tente de revenir le plus rapidement possible vers vous et voir justement tiens, si comment est-ce que je peux vous aider avec les services et les solutions que nous offrons ici. Donc d'un autre côté aussi un grand merci pour les news d'aujourd'hui à Nadi, Patrick et Johan. Donc merci pour votre contribution. Vu qu'on a énormément de news, donc il y aura beaucoup de news encore qui vont être rajoutées dans tout ce qui est l'aparté de commentaires dans le site, donc là au courant de la journée. Et ici, j'ai vraiment fait un filtre par rapport à ce que nous avons tous recueilli au niveau des news. Et réellement ici, vous donnez réellement le consistant, ce qui est une continuité de ce que l'on voit souvent avec les news, comment dirais-je, elles se répètent souvent à travers différentes plateformes où souvent c'est juste un petit plus, un petit paragraphe en plus ou bien ils vont un peu plus loin. Donc après avoir réellement tout lu, tout digéré, vraiment vous concoctez ici une émission qui va vous réellement vous apporter de vrai que on a le suivi on va dire hebdomadaire dans chacune de ces catégories et des cryptos qui nous intéressent. Donc là, par rapport à une news qui vous intéresse ou quoi que ce soit, vu que ce sont toujours des continuités, revenez avec tout ce qu'on a, enfin revenez sur les archives que l'on a dans le canal et comme ça vous allez pouvoir voir la continuité et les liens vers les articles passés ou regardez toujours en description de vidéo et bien évidemment dans la zone de commentaires vu que là aussi on partage, comment dirais-je, le reste des news de la journée. Donc il y en a énormément. Donc ici on a vraiment une synthèse de ce que l'on a. Ok, donc merci à Patrick, à Nadi et à Johan pour les news. Et j'ai vu que le petit bonus que j'avais rajouté par rapport aux shorts, ça a aidé pas mal de personnes. Donc, suivant la question de Pascal et une question que pas mal d'autres personnes aussi m'avaient demandé par rapport à ça, par rapport aux shorts et surtout par rapport au stop loss. Donc là, j'ai vu que ça a aidé pas mal de personnes. Comme je vous l'ai dit aussi, j'étais en train de préparer. J'ai vu aussi que ça n'a pas intrigué, mais ça a inspiré pas mal de personnes qui m'ont envoyé pas mal de questions concernant la chaîne de valeur. Donc j'ai vu que ça va intéresser pas mal de personnes, non seulement vous, la communauté francophone, mais tous ceux que je connais, hein, la communauté anglophone aussi que je suis, donc les clients anglophones et aussi les clients hispanophones. Je vois que c'est toujours quelque chose qui impacte beaucoup les personnes, vu que c'est pas réellement quelque chose qu'ils voient et qu'ils regardent. Et donc là, par rapport à ça, moi je vous ai dit que je prépare un petit documentaire bonus. Donc quand je dis un documentaire, c'est pas un truc de 3 heures non plus, mais réellement, il y a beaucoup de choses en fait que sur les 4 ou 5 points sur lesquels j'étais revenu dans la chaîne de valeur, réellement illustrer cela.
Vous voyez, lorsque c'est illustré, ben, vous allez pouvoir comprendre les choses un peu mieux. Et ben tiens, avoir cela, mais donc avoir une vidéo spécifique par rapport à ça. Et ça va vous aider ben, dans vos crypto-décisions, on va dire ça comme ça. Donc vraiment avoir les deux côtés, ben, qu'est-ce qu'un particulier. Donc vous voyez, ma star, hein, Pépé le boulanger, rappelez-vous, il n'y a rien de péjoratif ici, il n'y a rien de négatif. C'est juste une personne normale et commune. Et ben voilà, hein, issu, on va dire, de la population, on va dire non Wall Street, donc les 99%, personne dure, qui travaille dur, qui a ses moyens, qui a sa vie de famille, mais qui n'est pas dans les marchés financiers. Donc lorsque je dis ça, c'est vraiment pour vraiment séparer, hein. Donc je pourrais dire, je sais pas moi, Jean-Baptiste le poissonnier, hein, voilà un simple exemple comme ça. Vraiment prendre des personnes qui, comment dirais-je que, comment expliquer ça, leur fonction, leur activité n'a rien à voir avec les marchés financiers, tout simplement, c'est ça. C'est vraiment pour prendre vraiment là, bah, tiens, boulanger n'a rien à voir, bah, le cordonnier, lui le menuisier, lui le plombier, ouais, que ça n'a vraiment rien à voir avec Washer, donc c'est juste ça. Donc ça, c'est juste un exemple qui a été choisi comme ça, avec que je suis souvent inspiré, hein. Donc là, c'est l'inspiration qui m'est tombée dessus. Donc là, comprenez qu'il n'y a rien de négatif ici, juste pour vraiment, c'est une caricature, mais vraiment pour exagérer, pour vraiment montrer la différence entre, tiens, ce qui est Wall Street d'un côté, donc investisseur accrédité, sophistiqué, et d'un autre côté, ben voilà, une personne normale et commune. Donc vraiment par rapport à ça, voir lui, sa chaîne de valeur et quelles sont les issues qu'il a avec des chiffres à l'appui. Et d'un autre côté, ben, réellement, ben, la chaîne de valeur ben, d'un professionnel de Wall Street, donc on va dire d'un Warren Buffett, toute personne qui participe à CISA, enfin à n'importe quel véhicule d'investissement, mais qu'ils ont d'une base sophistiquée, donc une institution ou un investisseur accrédité, donc qui a du gros capital. Et on voit réellement, ben, tiens, si on prend une projection de ne fût-ce que 1 an, de 2 ou 3 ans ou 5 ans, ben, il y a une différence entre les deux. Et tout ça, ça vient de quoi? De la chaîne de valeur. Donc là, je vais réillustrer le tout dans une vidéo. OK? Donc voilà, donc maintenant on va y aller. Et rappelez-vous que tout ce qu'on a ici comme news et les graphiques et tout ça, vous aurez tout en description de vidéo. Donc premièrement, allons à CoinCheckup et on va s'intéresser à ce que l'on voit ici au niveau de tout l'écosystème crypto. On va en prendre la température, on va commencer par la market cap, on va se guider du Bitcoin comme étant un indicateur et ensuite on va aller dans les cryptos du jour et ensuite on aura une synthèse des news d'aujourd'hui. Ok, donc là, vous voyez que, comment dirais-je, voilà, je réactualise pour être sûr que c'est à jour. Qu'est-ce que l'on a? Global market cap. Si les chiffres là sont OK, comme j'ai vu, ben ouais, qu'on est aux 293 milliards. Donc rappelez-vous, on avait les 300 milliards. Et petit à petit, qu'est-ce qu'on fait? On commence à redescendre. On était au-dessus des 8000, on est toujours au-dessus des 8000, mais on avait atteint les 8500 et ainsi de suite. On voit que la dominance du Bitcoin est inchangée, donc on est au-dessus des 45%. Ça a été en montant durant tout le mois de juillet. On a monté et vous voyez que là, maintenant, on est entre les 45 et on a les 50%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Chaque dollar qui rentre, ben, il y a 47 cents qui vont dans le Bitcoin directement. On voit que le Bitcoin se maintient au 1145, donc toujours au-dessus des, comment dirais-je, des 8000 $. Mais qu'est-ce que l'on voit? Sa market cap baisse légèrement. Et on voit quoi? Au niveau horaire, on est flat. Et on voit qu'on est quoi? Sur la résistance. Et vous voyez, on a buté sur la résistance. Donc là, on n'arrive pas à aller plus haut. Donc là, on est là. Vous voyez qu'on avait un support ici, hebdo. Là, on est monté. Donc là, c'est quoi? C'est vous prenez aujourd'hui ce lundi-ci et vous retournez au lundi passé. Ben, par rapport à ça, on a un patron. Donc on a vu quoi? Forte montée. On a atteint une résistance et on est flat. Donc maintenant, bah, c'est quoi? On est en train d'accumuler à ce niveau. Ou c'est quoi? Ça va aller vers le bas. Ou ici, on arrive à perforer ce niveau, donc passer au-dessus des 8500 et réellement aller vers les 9000, 10 000, ainsi de suite. Donc vous voyez que là, on est là. Rappelez-vous qu'il y a eu pas mal d'événements sur lesquels on est revenu samedi, lors de l'émission du Crypto Rapport du samedi, qui avait entouré tout ça, donc tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Et ben voilà, maintenant, ben, il y a eu les issues de ces news, de ces faits, et là, on est là. Vous voyez qu'on n'a pas de, il n'y a pas de réaction, on n'a pas de direction ici. Ouais, on s'attend toujours à pouvoir exploser beaucoup plus haut à la hausse, mais on est toujours dans un range. Rappelez-vous que les fluctuations de Bitcoin fait que ce spread, donc ce différentiel entre le bas et le haut, est très 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 haut. On parle de milliers de dollars ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va de 6 000 $ à 10 000 $. Donc c'est 4 000 $. Et si on rajoute encore le niveau intermédiaire au-dessus, c'est les 12 000. Donc on peut parler ici de 6 000 $ de range pour avoir quoi? Ben, dans lesquels on est dans un mouvement horizontal. Mais maintenant, on est dans la partie inférieure. Et ici, on est remonté juste, on va dire, vous voyez, à la moitié. Donc tout ce qui est entre 8000 et 9000, on est vraiment à cheval sur les deux. Donc d'un côté, on peut redescendre dans la partie inférieure. Et si on arrive à perforer cela, ben, commencer à jouer au ping-pong, mais dans la partie supérieure. Donc on va dire c'est entre 9000 et 12000, en passant par quoi? Par la zone des 10 000. Donc pour le moment, on n'a pas encore vu cela. Donc il y a pas mal de probabilités. Donc avec nous, on va toujours avoir quoi? Différentes probabilités. C'est quoi des probabilités? C'est juste des scénarios. Bah, si se passe ça, je fais ça. Si se passe ça, je fais ça. Pourquoi? C'est le risque. Le risque est qu'il y a quoi? Ben, moi, quand je vais mettre du capital, ben, voilà, je veux savoir ce qui se passe. Donc, je dois, l'issue de mes analyses, je dois la tester. Et c'est quoi? On fait un stress test. Donc, ça, qu'est-ce qui se passe? S'il se passe ça, ben, moi, je fais ça, donc j'investis autant. Pourquoi? Parce que si ça ne se passe pas comme moi je le voyais, ben, il y a une baisse d'autant. Je n'ai pas envie de risquer 5000, donc je préfère risquer 500. Je
préfère voir une baisse de 50% de mes 500 que de mes 5000. Si c'est 5000 que je mets là à ce moment-là et que ça baisse de 50%, donc 50% du niveau maintenant, ce serait quoi? Redescendre aux 4000. J'ai mis 5000, et ben j'ai plus 5000, j'ai 2500. Ah ben moi, quoi, ça m'a heurté, ça me touche, ça me gêne psychologiquement. Donc vous voyez que là, je suis pas bien, je n'arrive pas à digérer ça. Ça ne va pas, je n'aime pas ça. Mais je préfère voir avoir mis moins de 10%. Donc, de mes 5000, j'ai mis 500 euros. Et ben, s'il y a un 50%, ben, c'est 250 euros. Ben, quoi? Il me reste quoi? Il me reste encore 4500 euros comment dirais-je, de l'autre côté. Vous voyez? Donc, ça va. Ça, je peux l'encaisser, je peux le diriger. Là, c'est au moment auquel on est. Lorsque je vois que mes 500 euros sont en train de s'apprécier, un nouveau cycle, boum, je réévalue ma position et là, je reviens dedans. Vous voyez, on va petit à petit. Rappelez-vous que nous, ici, vous, moi, et ainsi de suite, c'est pas nous qui faisons bouger le capital. Aucun d'entre nous, j'en suis sûr, n'a 300 milliards pour faire bouger ce marché. Non. Donc nous, on dépend de quoi? On dépend de ceux qui ont ce capital. Donc vu qu'on dépend de ceux qui ont le capital, notre but à nous, c'est quoi? Notre office à nous, notre travail à nous au quotidien, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le travail. Donc là, d'anticiper, de se dire, bah tiens, s'ils ont du capital, ils sont sortis de là, ils sont là, bah tiens, ils pourraient rentrer comme ça, comme ça, comme ça, s'il y a ça et ça. Donc on surveille tout ce qui est autour. Et après, ben voilà, on remet nos idées, on tord nos idées dans tous les sens pour être sûr que, tiens, est-ce que mon idée elle est solide? Savoir quoi? Qu'on n'est pas surpris. Rappelez-vous, vous m'entendez souvent le dire, donc on n'est pas surpris par rapport à ce qui se passe. Tiens, pourquoi c'était ça se rapproche de mon scénario C par exemple, et ben voilà, je fais ça. Ouais, donc là, c'est ça. Donc là, voilà pour le Bitcoin. Maintenant, on va regarder les cryptos du jour, mais bon, ici, on n'a pas trop de données qui s'actualisent, mais bon, c'est pas grave. On va rester sur ce que l'on voit ici jusqu'à la période mensuelle. Vu que maintenant on a un mois qui se termine, donc là ça va, c'est assez pour nous. Donc c'est quoi? Ethereum ici son prix 461 dollars US, market cap 46,5 milliards de dollars, 24 heures flat mais en négatif. Et ici le patron, vous voyez qu'à l'inverse du Bitcoin, le Bitcoin est à la hausse, lui tend plutôt à la baisse dans le patron hebdo. Au niveau des 14 jours, donc des 2 semaines, c'est quoi? C'est moins 3,5% à la baisse et mensuel c'est plus 3,1% à la hausse. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? EOS ici, cinquième position, son prix 8,1 dollars US, market cap 7,3 milliards. Au niveau 24 heures, il est flat. Au niveau hebdo, c'est le même patron, mais lui, il tend plutôt à aller vers le haut. Donc, vous voyez qu'on a un haut et un haut plus haut ici, mais il y a pas mal de volatilité. Donc, on a un grand spread entre support et résistance. Et là, on est plus ou moins à la moitié. Mais vous voyez qu'ici, on a des quoi? On voit des bas, enfin, on voit des hauts et des hauts plus bas à chaque fois. Donc, ici, c'est quoi? Ben, on sent la puissance et on sent quoi? La menace de quoi? D'un retour, d'un probable retour vers la zone de support hebdo. Au niveau des 2 semaines, c'est quoi? C'est 11,4% à la hausse. Mensuel, c'est quoi? On est flat. Donc, on est on est à moins d'1% à la hausse. Ici, vous voyez que le trimestre est quoi? Baissier de moins 57%. Ensuite, on a le Cardano ici en 8e position. Son prix, c'est 15 cents de dollars. Market cap 4,1 milliards de dollars. 24 heures moins 1,8. Ici, clairement, vous voyez le canal baissier. On a des hauts plus bas à chaque fois. Donc là, on voit la baisse. Ici, on a un double bottom. Donc un double support. Si on le perfore plus bas, ben, on retourne plus bas. 2 semaines, c'est quoi? C'est 12% à la hausse. Mensuel, c'est 13% à la hausse. Et trimestriel, c'est moins 55,1% à la baisse. Et le dernier ici, si je ne me trompe pas, on en a deux encore. On a le Neo et le Zilliqa, donc le 13e ici c'est le Neo, son prix c'est 32 dollars et des poussières, market cap 2,1 milliards, au niveau 24 heures on est à la baisse de moins 2,5%, le patron identique ici on va plutôt retour vers le support hebdo, 2 semaines c'est moins 10,4% et mensuel c'est moins 6,6, non pardon c'est plus 6,6%. Alors on termine avec le Zilliqa. Zilliqa, si je me trompe, voilà, ici dans le top 25, on a le numéro 24, son prix c'est 7 cents et des poussières, market cap 1,5 milliard, exactement 541 millions, au niveau horaire c'est moins 4,8%, ici, et qu'est-ce qu'on a envoyé? Beaucoup de volatilité ici, on est au niveau intermédiaire du patron hebdo, donc du patron weekly, et vous voyez quoi, on est sur un double support, anciennement résistance ici, support, et maintenant encore une fois support, si on perfore ça, on va vers le support qui est plus bas. Au niveau 2 semaines, c'est quoi? C'est 3,3% à la hausse. Mensuel, c'est 3,9% à la hausse, donc près de 4% à la hausse. Et trimestriel, c'est moins 25% ici à la baisse. Donc voilà ici pour la température de tout l'écosystème. Maintenant, commençons et on va commencer par Ethereum. On va revenir sur une news qu'on avait vue le samedi. C'est quoi? Consensus, rappelez-vous, c'est la boîte de Joseph Lubin qui fait partie de l'équipe d'Ethereum. Et qu'est-ce qu'il y a? Ils viennent de signer, pardon, ils avaient signé un Memorandum of Understanding avec la Chine. Pourquoi? Pour développer des smart cities et dans une ville en particulier ici, hein,
Et on a vu quoi? C'était pour du blockchain consulting, donc leur permettre de quoi? De mettre des zones, on va dire, rurales, et maintenant, bah, comment en faire sur base des nouvelles constructions qu'on va faire. Donc on va améliorer l'infrastructure, mais on veut déjà que ce soit déjà des villes qui soient déjà dans cette nouvelle smart economy, ainsi de suite, donc qu'elles fonctionnent grâce au blockchain. Donc là, ils ont été pris comme consultants. Donc ici, on a quoi? Bon, il y a une intégration d'Ethereum aussi qui va être dedans. Pourquoi? Bah, pour la création d'applications décentralisées et pas mal de choses ici. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal ici, hein. Donc, oui, ça, c'est quoi? C'est dans la région de Xiongan, exactement, que ça va se faire. Donc là, ben voilà. Donc là, cette news, on avait vu samedi. Donc, oui, ça, c'est quoi? Par rapport à Ethereum, ben, c'est bon. Ils ont quelque chose à faire. Mais maintenant, ici, il y a un truc qui est clé. Et là, j'avais commenté samedi. C'est que la Chine a quand même son propre néo. On va dire ça, l'équivalent de son néo. Il y en a pas mal. Ils ont, enfin, de son propre néo, non, Ethereum, de son propre Ethereum. On va dire la Chine a l'équivalent de son propre Ethereum. C'est-à-dire quoi? C'est néo. Ils ont le Quantum aussi. Mais ici, vous voyez que directement, ils ont shifté. Pourquoi? À travers un deal avec Consensus. Consensus bosse avec Ethereum, donc d'office, ils vont imposer, même pas imposer, mais dire, bah, tiens, si on vient, bah, nous, la solution, c'est avec Ethereum. Donc c'est clair et net. Vous voyez, je ne vais pas commencer à prendre la compétition. Si je suis à Coca-Cola et qu'il y a un restaurant qui me dit, tiens, j'aimerais avoir une boisson au cola, mais que ce soit par défaut, je peux dire, ah, vous savez quoi, Pepsi, c'est pas mal. Non, si je suis de Coca-Cola, ben, je mets Coca-Cola. Je dis, écoute, le deal ici, tu mets Coca-Cola comme boisson au cola lorsque les clients te le proposent. Et tu laisses tomber Pepsi. Donc ça, c'est clair. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est qu'imaginez-vous, ben voilà, moi, j'ai l'équivalent chez moi dans mon pays, mais pourquoi je passe par cela? Donc, vous voyez ici qu'il y a une question, vous voyez que ça, ce sont des news auxquelles nous, on n'y est pas. On n'a pas accès à cette information. On ne sait pas ce qui se passe. Vous avez bien eu ici quoi? C'est une partie du gouvernement qui est là. Donc là, c'est une entente avec le gouvernement, vu que la Chine, c'est très, très, très... Donc c'est comme un gouvernement communiste qui est en train de rentrer dans le capitalisme. Mais rappelez-vous, c'est un gouvernement où tout est fort, fort, fort centralisé. Donc ils vont jamais laisser quelque chose entrer. Donc là, il faut comprendre ça au niveau déjà du monde corporatif. Vous voyez qu'il y a des gros problèmes au niveau de la propriété intellectuelle. Donc vous voyez qu'en Chine, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Google, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc c'est très difficile de pénétrer ce marché lorsqu'on est une entité étrangère. Donc les règles sont très, très, très strictes. Alors maintenant, ici, ben, c'est quand même Consensus qui est une compagnie, ok, c'est quand même étranger. Et maintenant, ben, c'est quoi? Ben, ça vient avec un produit pour bosser chez vous. Oui. Donc là, ici, il y a on peut toucher à des choses. Bon, là, je n'ai pas envie d'aller trop loin, d'aller trop en profondeur, mais il y a beaucoup de choses derrière ici. Vous voyez que là, on n'a pas toutes les données de l'information. Donc ça, on le suit, mais avec des pincettes. Donc ici, on ne peut spéculer, on ne peut commencer à tirer des conclusions sur ce qui est en train de se passer, mais ça, c'est un fait qui est curieux. Et là, rappelez-vous, donc ça, c'est pas quelque chose qui peut frapper ou titiller tout le monde. Bah, c'est un autre niveau quand même. Mais là, bah, voilà, moi, quand je vois ça et quand je suis tout ce qui se passe, les tensions géopolitiques, géostratégiques, ainsi de suite, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, ben, c'est curieux. Mais bon, voilà, on verra. Donc, continuons, on reste avec Ethereum. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit qu'Ethereum va, si je ne me trompe pas, c'est en mois d'octobre, donc le dernier trimestre de l'année, ils vont instaurer ce hard fork, mais hard fork plutôt au niveau de quoi? De mise à jour, de quoi? De Constantinople. Et qu'est-ce que ça va faire ici? Le gros, comme le dit le titre, hein, faire un meilleur réseau qui soit beaucoup plus grand et bien évidemment qui soit meilleur. Donc améliorer pas mal de choses au niveau du réseau. Rappelez-vous que maintenant il y a beaucoup de compétition. Et tout ça, bah, ça doit permettre quoi? Bah, maintenant, bah, il faut se mettre à jour. Vous voyez que la clé, elle est là, hein. Donc, vous voyez qu'Ethereum ne décolle pas spécialement. Bah, pourquoi? Ethereum a une longue roadmap. Ethereum, vous voyez, au niveau de tout ce qui est technologie, développement de sa plateforme, ils n'ont pas ramené quelque chose de grand. Ils ont des bonnes choses, on va dire, en calendrier, mais ce n'est pas encore matérialisé. Donc, rappelez-vous, hein, comparez toujours cela à un véhicule. Si je vous vends un véhicule qui n'a pas de pneus, vous allez à côté, au concessionnaire d'à côté ou au vendeur d'à côté qui lui a un véhicule avec des pneus pro, vous les roulez maintenant, pas demain, pas dans 3 ans. Si vous avez cette patience, eh ben ok, vous revenez dans 3 ans. Mais est-ce que mon véhicule, lui, va être obsolète? Parce que dans 3 ans, les autres vont continuer aussi à s'améliorer. Donc là, vous comprenez ce qui se passe, par exemple, entre Ethereum et Zilliqa. Ouais, donc là, c'est la chose, elle est là. Donc ici, c'est vraiment ça qu'ils sont réellement en train de faire, d'améliorer réellement leur plateforme et permettre à cela bah, d'être encore mieux. Pourquoi? Ben, pour que ceux qui étaient déjà en train de générer du business ici, donc créer des dApps et ainsi de suite, bah, que ce soit vraiment au top. Donc ça, c'est tout ce qui est mis ici, tout ce qui est mis en œuvre afin de maintenir le monopole que l'on a ici dans notre place de catégorie comme étant la plateforme de référence. Donc ça, bah, c'est ça. Alors maintenant, continuons. Qu'est-ce que l'on a maintenant ici? Par rapport à cela, et il y a pas mal de choses, hein, donc je l'avais montré déjà quand, ouais, lors de l'émission de samedi, pas mal de personnes qui parlaient un peu de leur positionnement. Oui, donc des gens qui sont à faveur d'Ethereum et d'autres non. Et ici, on revient sur des personnes quoi, bah, qui ici, c'est dans le cas d'Ethereum, qui sont contre Ethereum, mais regardez bien, une chose clé, ce sont des hedge funds, comme j'étais en train de vous en parler. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? C'est le shorting. Rappelez-vous, on est dans un bear market.
Lorsqu'on est dans un bear market, regardez bien, eux, depuis les hauts d'Ethereum, et ça fait déjà un bon bout de temps, bah, certains fonds ici partent de leur position short, que c'est pas d'aujourd'hui qu'ils sont short Ethereum. Ouais. Et donc là, c'est ça. Et là, ça nous renvoie à ce que je vous ai toujours dit. Si maintenant, dans ce marché-ci, si vous y êtes, vous devez y être pour deux choses. Ça, c'est pour moi ce qui est logique, hein. Je dis bien ici, c'est ce qui est logique. C'est ce qu'on fait. Pourquoi? Bon, là, c'est ce que je vois toujours, chose qui a toujours été faite dans d'autres marchés similaires. Donc, avec le Bitcoin ou avec les cryptos, bah, ce n'est qu'un marché en plus dans tout cet univers. On est dans un bear market. Dans un bear market où on accumule. Donc, dans les dips, on achète lorsqu'on voit vraiment des fortes baisses. Pourquoi? Ben, on voit la valeur qui commence à être sous-évaluée ou qui devient juste, qui est passée d'une phase de surévaluation à valuation correcte. Et de valuation correcte, elle est passée à sous-évaluation, on accumule. Et pendant que c'est en train de descendre, on short. Donc si vous êtes ni en train de shorter, ni en train d'accumuler, posez-vous la question, que faites-vous dans ce marché? Vu qu'ici, vous voyez les hedge funds, ils sont ici, et d'autres ne sont pas en train d'accumuler. Ceux-ci ici, ils sont en train de shorter. Et donc là, bon, voilà, il parle du comment, du pourquoi, du comment. Enfin, déjà, ici, on en a un bref résumé de ce qu'ils sont en train de faire et ils expliquent le pourquoi du comment. Et dans la vidéo du samedi, vous avez partagé une vidéo avec Rainer et d'autres hedge funds et il parlait, un en particulier qui parlait de ce qu'il était en train de faire au niveau de quoi? Bah, les shorts. Qu'est-ce qu'il shortait, qu'est-ce qu'il achetait, qu'est-ce qu'il ci, qu'est-ce qu'il ça. Ouais, donc là, c'est une chose clé. Alors, allons de l'avant ici et continuons, si la plateforme veut bien. Voilà, ici on y est, et bon, c'est cet article ici qui bloque un peu, hein. Donc il y a pas mal d'articles qui bloquent, que j'aurais aimé partager ici, mais bon voilà, ils bloquent, allons savoir pourquoi. Donc ici on va pas trop traîner. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Bah, on voit qu'il y a deux plateformes blockchain qui ont quoi? Une interopérabilité. Donc c'est-à-dire quoi? Bah, au niveau de leur plateforme, et ben voilà, on va pouvoir avoir des smart contracts et comment dirais-je, partager certaines fonctions de nos deux blockchains. Donc pour permettre quoi? Ben, comme ils le disent en gros, hein, c'est ne pas être isolé. Vous voyez que lorsque ce sont une espèce de petites îles, et ce qu'on fait au niveau de l'interopérabilité, ben, c'est juste créer des ponts entre différentes blockchains. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a vu qu'une actualisation de OneChain, et ben, cette actualisation, ben, qu'est-ce qu'elle permet maintenant? Ben, elle permet l'interopérabilité avec la plateforme blockchain d'Ethereum. Donc ça, ben, ça va ramener encore pas mal de cas et pas mal de choses. Donc là, vous inquiétez pas, l'article ici, vous l'aurez en description de vidéo, vu qu'ici, ben, voilà, euh, n'arrive pas à se lancer dans son intégralité. Donc il y a pas mal de points qu'on ne va pas pouvoir voir, mais vous l'aurez ici et dans une occasion ultérieurement, on reviendra dessus. Alors maintenant, continuons pour ne pas rester bloqué ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment que sur Ethereum, vous voyez, c'est une plateforme, on sait que la plateforme nous permet de quoi? De créer des applications décentralisées, d'émettre des smart contracts, mais maintenant, il y a quelque chose en plus. Ils veulent rajouter quoi? Un côté privé. Imaginons si j'ai un contrat, un smart contract, ben, j'ai envie de le rendre privé. Donc ça peut être une des options que je peux avoir. Et maintenant quoi? Ils pensent à intégrer cette technologie de privacité, mais qui ressemblerait plutôt à celle de Monero. Donc là, maintenant, on va dire, bah, tiens, mais comment on pourrait le faire et qui c'est qui va implémenter cela? Donc là, voilà, ils sont en train d'en parler et de voir exactement tout ce qui pourrait se faire ici. Oui, on parle de cela pour le mois d'octobre. Et maintenant, c'est quoi? Ces transactions pour utiliser Mobius. Et donc là, bah, Mobius, c'est quoi? Bah, ça permettrait maintenant de quoi? De réduire réellement les coûts de ces transactions. Pourquoi? Donc, cette technologie, cette option ne coûterait pas grand-chose. Au niveau de quoi? Bah, au niveau du coût de la transaction qu'on voit ici, hein, vraiment 0,06 cents. Donc là, c'est vraiment quelque chose de vraiment ridicule. Donc là, ben, c'est ça. Donc 6 cents de dollars, c'est vraiment quelque chose comment dirais-je, de ridicule pour avoir cette option de privacité. Donc ça, c'est encore, comment dirais-je, ben, c'est encore dans le laboratoire, mais on va voir réellement comment est-ce qu'ils vont implémenter cela. Et ici, vous avez quoi? Vous avez un GitHub où on a quoi? Ben, où on revient exactement ben, sur ce quoi? Le Mobius. Donc exactement, ben, Mobius, c'est quoi? Ça fait quoi? Le lien vers le white paper et ainsi de suite et tout ce qui est en train, comment dirais-je, tout ce qui enveloppe réellement le Mobius, hein, donc comment c'était développé, tout ce qui est en train de se passer. Donc c'est quelque chose de super super intéressant, ben, on va voir ça. Donc vous voyez que là, vous voyez une chose que je disais souvent, les blockchains à un moment donné, elles vont commencer à fusionner entre elles. Donc moi je fais ça, toi tu as telle technologie, toi tu as tel truc, tu as tel ça. Rappelez-vous, à un moment donné, c'est quand même de l'open source, mais il y a des projets communs qui peuvent être faits et voir ce genre de fusion. Donc si moi je suis fort ici et que toi tu es fort là, eh ben, l'union fait de la force. Donc si on vient tous les deux avec les technologies que l'on a, eh ben, on va pouvoir aller plus loin. Donc ça, c'est quelque chose de clé ici. Donc comme vous avez vu, Ethereum et OneChain qui ont créé un pont. Maintenant ici, on a, c'est pas Monero, hein, donc c'est un style. Donc vous voyez que là, c'est un style, comment dirais-je, de cette option de privacité qui va pouvoir être ajoutée. Et qui c'est qui va l'implémenter? Ben, c'est le Mobius. Donc là, ben, voilà, c'est quelque chose de super, super intéressant par rapport à cela.
Et maintenant, bon, on reste dans la plateforme de blockchain et maintenant, on va voir quoi? Une de ces dApps. Donc, une de ces dApps, c'est quoi? Une de ces applications décentralisées. Et on voit que ça, c'est l'une des plus complexes. Et c'est quoi? C'est Augur qui a fait pas mal parler d'elle dernièrement. Et Augur, bah, ça fait quoi? Ouais, quoi? Bah, c'est une plateforme de betting. C'est quoi? Ce sont des paris décentralisés. Donc on peut parier sur n'importe quoi. Bah, parier sur qui va être le prochain président. Parier que, je sais pas, bah, on aurait pu parier, bah, est-ce que la France allait gagner le mondial, ainsi de suite. Bah, tout ça, ça peut être fait là-dedans. Et comme le tout va sur smart contract, eh ben, voilà, nous, on vient tous les deux dans les termes. Bon, moi, c'est moi qui décide. Enfin, je dis que la France va gagner avec et que Griezmann allait marquer un but, comment dirais-je, un but. Et l'autre pourrait dire, bah non, moi, c'est la Croatie qui va gagner par 2-1. Et là, bah voilà, on peut faire un pari par rapport à ça. On le met dans un smart contract. On met le capital qu'on a à mettre, donc c'est-à-dire du augure ici. Et maintenant, bah voilà, une fois que le match est fait, qu'il y a l'issue, le smart contract, ben, comment dirais-je, ben, répartit ce qu'il y a. Ouais. Et donc là, maintenant, ben, on voit que cette application décentralisée, ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, là, elle est en train de lever pas mal d'argent et là, c'est fort. En plus, c'est quoi, comme on dit bien, c'est l'application décentralisée la plus complexe. Et là, ben, réellement, ben, son ICO et tout ce qui s'ensuit, c'est un énorme succès et elle continue réellement à monter. Donc ça, c'est réellement pas mal ici, hein. Donc là, ben, l'article revient dessus. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont créées sur Ethereum, mais qui quand même rencontrent un bon succès. Vous voyez que tout n'est pas négatif pour Ethereum, même s'ils sont à un moment donné où on va dire ça stagne un peu et on voit que le prix, donc vous voyez le prix, hein, quand on dit ça stagne, on voit réellement bon, comme un peu dans tout l'écosystème, mais Ethereum, vu son importance, vu son impact, vu sa position, c'est beaucoup plus douloureux lorsqu'on est Ethereum. Vous voyez, c'est pas, si on est dans le top 30, qu'on est le numéro 35, ça va, mais lorsqu'on est le numéro 2, on a beaucoup de pression. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde derrière. Ok. Alors maintenant, ben, continuons ici et on va quoi? L'analyse technique. Donc on arrive ici à Ethereum. Qu'est-ce que l'on voit ici? Ben, on voit qu'on est flat. Donc ça fait pas mal de temps, ça fait au moins 6 semaines qu'on est flat. Si on regarde ça par rapport au stochastique, vous voyez qu'on est là dans cette zone ici de sous-évaluation, comme on était là ici au début avril et on ne va nulle part. Mais maintenant on a quoi? Vous voyez cette directrice de tendance ici. On a quoi? Ça, elle relie un point et un deuxième point. Et vous voyez que de l'autre côté, rappelez-vous, hein, ceux qui est en train de mettre des shorts, pourquoi on est dans un canal baissier. Donc cette directrice ici nous prouve réellement qu'on est dans le sell side. Et vous voyez que si on prend son extension, ça fait quoi? C'est la moyenne mobile que vous voyez ici, celle de Wisman, et elle arrive pile poil là. Donc qu'est-ce que l'on a ici? Si on doit revenir rapidement dessus, on voit le niveau auquel on est, donc on est flat. Donc vous voyez que cette ligne-là, c'est quoi? Résistance, résistance. Ici, c'est un escalier haussier, donc résistance, support au même endroit. Ici, on a un support, et ici, on est encore une fois sur le support. On a une directrice de tendance, donc on est et sur le support horizontal au niveau du prix, et sur un support de tendance aussi haussière, on est là. Mais maintenant, si on prend par rapport au haut, ouais, on a un haut et un haut plus bas. Si on les relie tous les deux et on trace l'extension, qu'est-ce qu'on a? On a un triangle. Donc maintenant, ce triangle ici, c'est quoi? La base, vous la voyez, elle est là. Maintenant, ici, on a deux options. Ou on perfore à la baisse, ou ici, on le perfore à la hausse et on redevient haussier. Maintenant, regardons quoi? Regardons les moyennes mobiles. Qu'est-ce qu'on a ici et comment sont les moyennes mobiles? On a quoi? Vous voyez qu'on a une moyenne mobile ici, c'est celle de 104 semaines qui pointe ici sur les 300. Et on a celle de 52 semaines ici qui est plus ou moins, on va dire, aux 550. Et toutes les autres moyennes mobiles ici, vous voyez, elles n'ont pas d'inclinaison, mis à part celle de 13 semaines ici en rouge, mais elles sont toutes flat. Donc c'est quoi? On a un nuage de moyennes mobiles. On est juste quoi? On est entre la moyenne mobile de 4 semaines et de 8 semaines qui, elles, sont en presque convergence. Donc vous voyez que là, on n'a pas de direction, on ne va nulle part. Maintenant, c'est quoi? Quand on regarde ce qui se passe aussi tout autour de l'Ethereum, on voit qu'il n'y a pas de capital qui est en train de rentrer et il n'y a pas de capital qui est en train de sortir. Donc maintenant, on a une pause. Donc, ça veut dire quoi? Pause au niveau des shorts et aussi on a une pause au niveau des achats. Donc on est dans une phase très étrange. C'est une phase d'équilibre entre, on va dire, vendeurs et acheteurs. Mais maintenant, le déséquilibre qui va se passer, il va aller dans quel sens? Vu qu'on est arrivé à un triangle, vous voyez que maintenant on est au bout du triangle, donc on a vraiment fatigué dans le temps, c'est ça. Maintenant, ben, c'est quoi? Il en faut un qui gagne ce bras de fer. Si ici, Ethereum reste tel qu'il est et que ce sont les shorts qui gagnent, eh ben quoi, ça va être juste un point où, ici, à ce niveau-là, ben les shorts vont encore revenir et quoi, on va repartir vers la baisse. Ici, on commence à avoir des signaux. Un, on a un pointeur. Si ça, c'est notre niveau de support, ici, on a quoi? On a un marteau ici. Donc là, on a un pointeur. On a une bougie qui tentait d'aller à la hausse, donc pulvériser la moyenne mobile de 4 semaines a été rejetée. Donc ça, c'est 1, et ça, c'est comme si c'était moins 1,5. Vous voyez, au niveau des fluctuations, celle-ci englobe celle-là. Ensuite, on a une bougie qui tente de refaire la même chose, donc une autre engulfing, mais qui était ratée. À un moment donné, oui, elle l'englobait, mais après, regardez bien, on a une entrée de vendeurs ici. Dès qu'elle atteint la moyenne mobile de 8 semaines, beaucoup de vendeurs sont rentrés. Donc ça, si c'était moins 1, bah ça c'est 0,5 et encore des vendeurs qui sont rentrés. Donc là, c'est quoi? On a échoué la contestation des 50% de cette bougie et on n'a pas clôturé au-dessus. Ensuite, on a quoi? On a une autre doji, donc une toupie.
Mais si on regarde bien, c'est quoi? On voit qu'on a un niveau ici horizontal entre les 480 et les 415 et le prix 460 qui est juste au milieu, on a quoi? Des inside week candles. Donc c'est une, deux, trois semaines qui n'ont été nulle part. Celle-ci, on la commence. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? On n'a pas réussi à contester les vendeurs et on a déjà raté une fois et là trois fois. Donc les vendeurs ont toujours le dessus. Donc il y a un léger, je veux dire, on est dans un équilibre, mais un léger avantage ici au niveau des vendeurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on pourrait voir une continuité de la vente. Donc il y a des fortes probabilités, écoutez bien, ce sont des fortes probabilités d'un scénario vendeur ici vis-à-vis de l'Ethereum et quoi? Qu'on atteigne le niveau suivant. C'est quoi? La moyenne mobile de 104 semaines. Ça fait partie de quoi? Des probabilités. On doit être prêt à voir cela. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait se passer. Et si maintenant on perd fort à la hausse, et ben là, on a des niveaux clés. Donc déjà sortir, être hors du nuage de moyenne mobile ici. Donc déjà être au-dessus des 600. Vous voyez, c'est un léger niveau de résistance ici. On a un escalier baissier. C'est pile poil sur quoi? Sur les 600. Vous voyez que ce sont des niveaux psychologiques. Ensuite, on a les 700. Et ensuite, on a les 800. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire ici? Ethereum, c'est tous les 100 dollars qu'il se passe quelque chose. Tout simplement, c'est ça. Il faut qu'on pulvérise. Donc, Ethereum, il faut le regarder. Chaque 100 dollars, il se passe quelque chose. Donc, vous voyez ici, on a les 500, les 600, les 700, les 800. Vous voyez, on a les 900. Regardez les 1000. Il y a ceci, les 1100, les 1200, 1300 et boum, 1400, les hauts max. Donc, pratiquement chaque 100 dollars, surtout dans la zone dans laquelle on est, il se passe quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on est dans une grande partie de ping-pong qui est celle-ci. Vous voyez? Ici, résistance, support, qui était l'ancienne résistance, boom, résistance, et boom, ici, on retournerait vers quoi? Vers le support qui est en bas. Donc, on s'attend à faire ça. Si on arrive à briser, réellement sortir hors de ce triangle que vous voyez ici. Ouais, donc, où c'est soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, voilà pour Ethereum. Et maintenant, il faut voir est-ce que ces mises à jour vont porter leurs fruits. Maintenant, on va directement à quoi avec la compétition directe d'Ethereum. Donc, à Ethereum, je lui colle directement les Zilliqa. Zilliqa, il y avait pas mal de news, mais ici, on nous a partagé une vidéo magnifique. Donc, un grand merci à notre équipe ici de, comment dirais-je, l'équipe de rechercheurs, hein, donc d'intelligence que l'on a ici. Donc, Nadi, Johan et Patrick. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ben maintenant, on a quoi? On a ici une interview d'un des membres de l'équipe de Zilliqa, donc le docteur Amrit Kumar, et qui sont en train de nous parler de quoi? De ce que c'est que de ce que c'est que Zilliqa, leur langage, leur smart contract, le sharding, ainsi de suite, et le tout dans une vidéo. Donc ça, c'est toute l'actualité Zilliqa ici dans une vidéo lors de cette interview. Donc ça, c'est magnifique. Donc là, voilà, comme ça, vous l'avez. Maintenant, on continue avec le Zilliqa. Et qu'est-ce que l'on a? On voit que Zilliqa aussi aura bientôt quoi? Il y aura bientôt, ça va être listé sur Bitfinex. Donc Bitfinex, c'est bien que c'est un énorme exchange, super connu. Il y a beaucoup de volume là-bas, très connu, asiatique bien évidemment. Et le fait maintenant d'avoir un Zilliqa dessus, c'est quoi? Encore plus d'exposition. Donc comme on attend quoi? Un massive pump. Ouais, donc là, c'est ça, parce que Zilliqa, c'est un gros, Zilliqa, c'est une crypto qui fait beaucoup parler d'elle, et Bitfinex, c'est un gros exchange. Donc là, voilà, hein, beaucoup de personnes là-bas qui ont du gros capital. Vous rajoutez un actif qui est en vogue maintenant, qui est réellement en train de donner des coups de coude et faire sa place parmi les néo, Cardano et ainsi de suite et tout ça. Donc là, d'office, le résultat, ça va être quelque chose de bon. Continuons maintenant. Et donc, par rapport à tout ce qu'on a vu et ce qui a été expliqué dans la vidéo, on voit que là, ici, l'auteur de l'article dit, tiens, c'est le moment d'acheter Zilliqa et un autre projet. Mais bon, nous, ici, on se focalise sur le Zilliqa et d'acheter les dips. C'est quoi les dips? Lorsqu'on voit une baisse, vous voyez, donc lorsqu'on voit une forte baisse et qu'on est dans les bas, et là, on en profite pour acheter. Donc ça, c'est une des stratégies que pas mal de personnes utilisent à Wall Street. On faisait souvent entendre ça, c'est buy the dips. Donc lorsqu'ils voient une journée où il y a eu un moins 10%, ils se disent, tiens, moi, ça, c'est quoi un moins 10%? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si cette compagnie était surévaluée et que maintenant elle est sous-évaluée, moi, j'en voulais encore plus, et là, j'en profite pour accumuler. Donc là, c'est ça, ils achètent à chaque fois qu'ils voient que c'est en train de baisser. Pourquoi? Ça, c'est lorsque l'on veut accumuler. Donc lorsqu'on voit le Zilliqa et que le Zilliqa, c'est quelque chose qui nous intéresse et qu'on peut le voir à des prix qui sont bas ou lorsqu'on voit qu'il est en train de reculer, boum, on vient et on reprend l'exposition. Donc là, il revient sur les faits concernant cela. Mais nous, on va voir cela ici dans le graphique. Donc, vous voyez, un dip, ça peut être quoi? Donc, vous voyez, ici, imaginez-vous, je vois ça, cette journée-là, et puis tout d'un coup, boum, on voit ceci, ça c'est un dip. Donc là, boum, j'en profite pour l'acheter. Pourquoi? Si vous regardez bien ici, à cette période-là, le Zilliqa était surévalué. Donc maintenant, le fait de le voir dans une valeur juste, donc fair value, donc rentrer dans la zone colorée, tiens, pour moi, c'est quelque chose de pas mal. Il est fortement monté. Maintenant ici, vous voyez, vous pouvez rajouter un Fibonacci, vous dire, tiens, s'il est monté jusque-là, il pourra atteindre ceci, donc les 50%, donc c'est plus ou moins ici, ou bien il peut se casser la figure de 90%, mais il a un gros potentiel haussier, donc s'il fait, tiens, moi, je vais accumuler petit à petit, placer mes billes ici. Donc tout simplement, c'est ça, buy the dips. Donc là, voilà, acheter là, lorsqu'il est en baisse,
Surtout pour moi, ça c'est ce que moi je regarde personnellement une fois qu'on rentre dans le sell side, donc on est en dessous du marqueur des 50, donc ça équivaut à cette zone-là. Vous voyez, donc une fois qu'on a validé ce pointeur, qu'on a atteint la moyenne des 13 semaines, donc on est pile poil sur des 50%. Pourquoi? Ici, on pouvait encore faire demi-tour. Allemand ici, lorsqu'on voyait le Zilliqa, on s'attendait à quoi? Ben, un A, un B, un C ici, et faire ça, et avoir le canal comme ceci. Chose qui n'est pas arrivée, et le Zilliqa ici, vous voyez, a dépassé les 50% et continue à baisser au niveau du Fibonacci, donc ceci. Et là, maintenant, on continue à voir ça. Donc lorsque moi, je vois ça, pour moi, bah, ça, c'est équivaut à ça. Donc je dis, ici, c'est la période où moi, je vais commencer à accumuler un maximum. Et donc là, on a accumulé un maximum, et donc là, c'est ça. En achetant les dips, comme vous l'avez vu ici, donc en plaçant mes ordres. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois ici que j'avais un ancien niveau de résistance. Vous voyez, ça, c'est plus 1, moins 1. Donc ça s'annule. Donc réellement, ça me renvoie quelque part ici, aux alentours des 50 cents. J'ai le support ici en bas. On a ici, vous voyez, donc maintenant, on a un bas et un bas plus haut. Toute cette zone sur laquelle on est. Donc ici, on peut dire quoi? Si on a un bas et un bas plus haut, ça nous fait un A, un B ici, retracement un C. Ça, c'est plus ou moins quoi? Les 81, en plus de 78% de retracement de Fibonacci. Et d'ici, on s'attend à faire quoi? Demi-tour et avoir un D ici. Donc voilà, déjà c'est quoi? Oui, mon fameux V de la victoire, pardon. Revenir ici en résistance et aller vers le haut. Mais là, ça va prendre du temps. Donc là, moi, en commençant à cumuler à cette période-ci, j'ai tout ceci. Et là, c'est quoi? C'était aussi bien évidemment au détriment d'un EOS. Zilliqa fait quelque chose de fort au niveau du sharding, tout ce qu'ils sont en train de faire. Boum, leur mainnet et leur testnet a été testé. Ça a été bien, c'était fort. Allez, boum. Alors quoi? Bah maintenant, en m'éduquant fortement sur le Zilliqa, bah, je vois c'est quoi? Je dis, tiens, ça, c'est une crypto qui m'intéresse. Rappelez-vous, toujours s'éduquer d'abord. Donc, quand j'ai bien compris ça faisait quoi et que j'ai pu voir, bah, tiens, que eux, ils ont pu avoir la solution au problème d'Ethereum, et ben ici, j'ai un nouveau outsider dans cette catégorie. Donc c'est pour ça que vous voyez ici, je l'ai directement introduit dans les revues que l'on fait au quotidien et dans la journée et juste après Ethereum. Pourquoi? Ben, parce que ça c'est clé. Donc là, une fois qu'on a compris cela, ben voilà, moi c'est ce que j'ai compris au niveau de mes analyses et des recherches que je fais. Donc là, je les partage avec vous, je vous montre ce modus operandi, ben, ça c'est pour tous ceux qui ont est Q3. Donc on revient sur ce que les IDK, ben voilà, c'est là et ça mérite d'avoir du capital. Ouais, au détriment d'un IOS, donc c'est quoi? Je sors du IOS. Ethereum, si je suis dedans, je rajoute pas de capital, mais si j'ai du capital, j'ai du cash là sur le côté, et que je me dis, bah tiens, IOS est en train de faire tout et n'importe quoi. Bien que, écoutez bien, IOS, ça reste positif pour le futur, mais pour le moment, ils font tout et n'importe quoi. Je réduis mon exposition et je re-rentre. Rappelez-vous l'exemple que je vous donne toujours dans la vie réelle, enfin dans la vie réelle, dans les actifs, on va dire, classiques, Samsung et Apple. Apple lancement, Samsung a lancé un téléphone juste avant, Apple juste après. Pendant que Apple est en train de lancer son téléphone, Samsung a des problèmes d'explosion de batterie. Qu'est-ce que vous pensez que les investisseurs ils ont fait? Ils sont sortis de Samsung, ils sont rentrés dans Apple. Apple a été boosté, ils ont retiré le capital de Samsung, mais maintenant ils ont quoi? Ils ont demandé, enfin on attend. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on revient dans Samsung? Parce que Samsung fait des preuves. D'abord, ils avouent l'erreur. Ok, donc là on les punit. Mais maintenant quoi? Ils travaillent pour récupérer la confiance de l'investisseur et bien évidemment, il y a numéro un du consommateur. Et par rapport à ça, c'est par palier. On voit que maintenant bah, les consommateurs sont contents, les nombres de Samsung reviennent, et ben nous, ceux qui sommes investis dans la compagnie, on revient. Donc c'est tout à fait pareil. Donc là, iOS, c'est pareil, Ethereum, c'est pareil. Si on est investi, on va dire, bah, tiens, on va retirer 50% de nos billes, on va les mettre ailleurs. Pratiquement, pourquoi pas, un peu de cash. Et avec Apple, vu qu'Apple, dans le prochain trimestre ou semestre, va nous donner cette croissance que toi, tu ne donnes pas, tant qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu vas faire concrètement par rapport à ce problème, eh ben, on n'est pas avec toi. Mais on laisse 50%. J'ai 10 euros chez toi, ben, j'en prends 5, j'en laisse 5. Ou je peux même en prendre 60. Ouais, j'en prends 6, j'en laisse 4. 3, je les mets dans Apple et 3, ben, j'attends. Et maintenant, ben, dans les 3, tu dois me prouver que tu mérites ce capital. Donc là, je reviens petit à petit. Ouais, donc ça, c'est clé. Mais pendant ce temps-là, je vois que ta compétition, eux, oui, ils méritent mon capital. Donc ils l'ont. Donc ça, c'est Ethereum, on attend quoi? Ben, ça, c'est moi personnellement. Ben, là, je vous inspire. Hein. Qu'est-ce que j'attends d'Ethereum? Ben, voir les différentes phases et voir comment ils vont avancer. J'ai déjà un capital dedans. Maintenant, si je veux augmenter ce capital, c'est eux qui doivent me prouver qu'ils méritent ce capital. Donc, ils doivent amener leur phase de Casper, leur Constantinople, leur ci, leur ça, c'est quoi, Viper, le langage qu'ils sont en train de mettre au point, leur nouvelle virtual machine d'être opérationnelle, le placement d'être opérationnel et sharding phase 1, sharding phase 2 d'être opérationnel. Et là, petit à petit, sur base de cela, lorsque c'est pas dire que oui, le lancement, ça sort aujourd'hui. Non, tu le fais, c'est testé, les tests sont OK, on avance. Tu passes à l'étape suivante, tu le fais, les tests sont OK, c'est factuel, on avance. Ouais, c'est ça. Et bien ici, c'est exactement la même chose.
Ok, donc là maintenant, il faut une stratégie d'intervention et toujours avoir des scénarios. On stress teste notre scénario, c'est dire quoi? Bah tiens, s'il se passe quoi ici? Si maintenant et un problème se passe avec Zilliqa et que boum, ça retombe plus bas, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, ou je vais réaccumuler, ou ce que j'ai déjà accumulé, je reste tranquille par rapport à ça. Ou je sors une partie ou que je fais. Mais tout ça, vous devez avoir ça, comment dirais-je? Vous devez avoir le tout déjà fait et par rapport à ça, ben, agir en conséquence. Donc maintenant, lorsqu'on regarde le Zilliqa, et on revient ici avec le dessin, on voit qu'on est dans un canal haussier. Vous voyez ici, on a un bas et un bas plus haut, on est posé ici. On est dans le sell side. Donc en dessous du marqueur de 50, les moyennes mobiles, donc le pourcentage KD du stochastique sont confondus. Et nous, on voit un inside week candle, on ne va nulle part. Lorsqu'on voit ça, on va zoomer pour regarder ça bien avec le prix. Voilà. Qu'est-ce que l'on voit ici? Oui, inside week candle, cette grande bougie rouge, une bougie dedans. La bougie verte n'était ni au-dessus ni en dessous. Bougie rouge ici, donc c'est quoi? C'est un sandwich. Donc ici, c'est quoi? Les vendeurs sont encore très puissants. Ici, retentative d'aller à la hausse, échoué, encore des vendeurs qui rentrent. Doji, mais doji de vendeur, donc encore une indécision. Et ici, une bougie qui semble rouge. Donc en dessous des moyennes mobiles de 4 semaines et de 8 semaines. 26 semaines ici, 21 semaines là et 13 semaines là. Donc là, c'est la seule bougie qui a une inclinaison et les autres, quoi, ça c'est un gros nuage de moyenne mobile. Donc au-dessus des 8 cents, entre 8 et 10 cents, on est toujours baissier. Donc là, c'est quoi? On se rapproche plutôt des 6 cents et des 5 cents. Donc là, on va voir si on reste dans cette zone-là. Ouais. C'est technologiquement parlant, l'équipe des développeurs et tout ça, c'est OK pour le futur. Mais maintenant, pour le moment, on est dans cette phase-là où on peut encore le rabaisser et encore voir le Zizika aller plus bas. Donc là, ça peut être quoi? Par rapport à ça, après, on va réévaluer encore la situation, comment elle est. Est-ce que ça a l'air d'un retournement maintenant ou est-ce qu'on peut encore aller plus bas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi, je t'ai déjà investi? Est-ce que c'est suffisant? Ça me plaît à long terme. Est-ce que j'augmente mon exposition? Donc, c'est-à-dire quoi? J'augmente mon risque, mais risque égale opportunité. Mais c'est quoi l'opportunité ici? C'est un projet qui me plaît à long terme, mais l'opportunité est quoi? C'est que je peux rentrer dedans à un prix beaucoup plus bas. Donc, accumuler encore plus. Donc, c'est ça. Donc là, ça c'est à vous à déterminer tout cela et avoir vos stratégies mises en place. Donc là, voilà pour le Zilliqa. Maintenant, on passe au iOS. Et qu'est-ce qu'on a? iOS, rappelez-vous, hein, après le lancement de la mainnet, fallait voter pour avoir les 21 BP, donc Block Producers. Une fois que le Block Producers était là, il y avait eu un chaos au niveau de la gouvernance, ainsi de suite et tout ça. Le problème au niveau des votes, qui avait stacké ceci, qui avait ça, qui avait ça. Voilà, ça c'était passé. Blocs Producers, ils sont OK. Maintenant, une fois qu'ils étaient OK, c'est quoi? Pour créer les blocs, il y avait un problème de RAM, pas assez de puissance. Ça a collapsé durant un moment donné. Alors maintenant, il fallait quoi? Il fallait encore revoter. Pourquoi? Trouver la solution par rapport à la supply des RAM. Et maintenant, apparemment, ils l'ont trouvé. Et maintenant, on va voir exactement qu'est-ce qui va se passer ici. Ouais, donc ils ont voté de quoi? D'augmenter la puissance de RAM. Pourquoi? Comme ça, tout le réseau peut être maintenu. Et nous, on a besoin de puissance de RAM. Pourquoi? Vu que leur système de DPoS, c'est comme un système de minage, mais c'est un minage virtuel. Mais ça ne se fait pas avec des machines réelles. Mais là, c'est tout un système, comment dirais-je, qui pourrait être beaucoup plus efficient au niveau de l'énergie, ainsi de suite. Mais c'est quoi? Il faut qu'on ait beaucoup de RAM pour pouvoir le faire. Donc là, voilà, on n'avait pas assez. Alors maintenant, on doit pouvoir l'augmenter. Donc ça, c'était aussi un gros problème. Donc là, maintenant, voilà, ils ont réagi de cette manière-là. Maintenant, on va voir si ça, c'est efficace. Ouais, donc là, on les laisse. Vous voyez que maintenant, iOS, c'est quoi? L'exposition est très minime. Donc la mienne, hein, particulièrement. Donc là, je vous parle de moi. Très minime. Maintenant, c'est quoi? Je dois les laisser faire. Je dois les laisser me prouver qu'ils méritent du capital. Tout simplement, c'est ça. S'ils arrivent à passer cette phase et qu'ils font bien, je peux me le laisser un trimestre, 2 trimestres, 6 mois. Une fois que ça va, je vais redéterminer tiens, une exposition. Donc, c'est-à-dire quoi? Du risque avec eux. Vous devez toujours penser risque premier, pas penser profit, risque. Pourquoi? Parce que vous acceptez le risque ici. Vous avez accepté l'idée de quoi? De prendre du risque avec cet actif. Donc c'est quoi? En acceptant de prendre du risque, votre risque il est calculé. Vous savez, tiens, si je rentre ici à 1 euro, qu'est-ce qui se passe si demain il est à 50 cents? Donc, c'est un risque que l'on prend. De voir, tiens, que moi, rentrer à 1 euro, cette entrée-là peut souffrir 50% de baisse, ou 75%, ou 100% de baisse. Donc là, c'est un risque qu'on en prend. Donc c'est quoi ici? C'est du risque management. Donc ce risque-là, il est pris vraiment sous contrôle. Et là, maintenant, lorsqu'on a des preuves, c'est-à-dire que le risque que j'ai pris a été récompensé, donc je vois que ça s'apprécie, maintenant je vais augmenter cette exposition au risque. Qui dit risque égale opportunité. Mais d'abord quoi? Je dois être du bon côté du trade. Ou bien il faut le temps que ça fonctionne, que cet investissement ait un retour. Et par rapport à cela, j'augmente mon exposition au fur et à mesure que le temps passe. Ouais. Si c'est un projet qui réellement a le potentiel qu'on lui attribue, iOS doit être très loin. Donc le fait de rentrer à certains niveaux bas, malgré les problèmes, se maintenant dedans pour un long moment, donc 5 ans minimum, les retours pourraient y arriver. Mais rappelez-vous, comme on dit, c'est un bumpy ride. Donc ce sont des montagnes russes, c'est très volatile. Donc ça peut monter fortement, baisser fortement, et on l'a vu.
Ça atteint les 24, c'est tombé, et ensuite, voilà, c'est là. Maintenant, là, c'est quoi le risque? On peut rester dans une longue phase d'accumulation aussi. Vous voyez qu'il y a tous les scénarios qui doivent être faits. Pas juste le scénario, bah, tiens, maintenant c'est bas, je rachète bas, bah, tiens, pourquoi? Parce que ça va être haut. Qui nous prouve que ça va être haut? Qui nous prouve pas qu'ils vont se casser la figure? Qu'il vous faudra encore un an ou je sais pas combien de temps ou je sais pas combien de capital pour régler les problèmes qu'ils ont. Donc comprenez bien que c'est d'abord le risque. Et c'est ce risque-là qu'on doit avoir sous contrôle. Une fois qu'on a sous contrôle, nous, par rapport à notre patrimoine, là, maintenant, on peut commencer à se dire, bah, augmenter le risque sur base de ça, 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 ça et ça. Là, après, on a un suivi de l'actif. Et on sait ce qui se passe avec l'actif. OK? Et sur base des biens, oui, c'est comme ça. C'est comme on récompense un chien. Donne la papate. Ah, c'est bien, mon chien. Bah, tiens, t'as un sucre. Tu fais ceci, couche-toi, debout, cours, va chercher, reviens. Si tu fais tout ça, c'est bien. Mais si tu fais pas ce que je t'ai demandé de faire, eh ben, t'es pas récompensé. Eh ben, ici, c'est pareil. Eux, ils ont besoin de capital pour grandir. Nous, on a le capital. Peu importe que ce soit 10 euros ou 1 million d'euros, c'est toi qui as du capital. Quand tu le mets dedans, eux vont l'utiliser. OK? Donc maintenant, quoi? Bah, eux, c'est comme un chien. Ils doivent aller faire ce que toi, tu veux faire. Et tu veux voir quoi? Le développement de cette blockchain. S'ils ne se développent pas, pourquoi tu vas les récompenser alors qu'ils n'ont rien fait? Ouais, ce sont des analogies que tu dois avoir. Ce sont vos conditions de négociation qui doivent être accomplies. Et non vous qui êtes en train de courir après un actif. Ouais, c'est ça. Et maintenant, cet actif, si vous ne le comprenez pas, pourquoi vous êtes dedans? Il y a beaucoup de véhicules d'investissement. Ça se trouve que le IOS n'est pas pour vous. Ça se trouve tout simplement que les cryptos même, ce n'est pas pour vous. Que vous êtes en train de vous tromper d'actifs et de systèmes et de stratégies que vous devez regarder ailleurs. Donc ça aussi, il faut l'évaluer, il faut être honnête et pouvoir détecter ça à temps pour éviter des catastrophes. Donc là, il faut y penser. Donc continuons. Du moins, il faut y penser pourquoi? Bah, pour ne pas être exposé quand vous êtes exposé. Donc si oui, ça vous intéresse, bien que vous ne le connaissez pas, ben, votre exposition doit être en relation, doit être en accord et doit être le reflet de ce que vous connaissez. Rappelez-vous, j'avais déjà partagé un article qui parlait de cela, c'était de M. Antonopoulos, excusez-moi si je ne le prononce pas bien, qui parlait de ça. Il dit que ce qu'on doit investir dans les cryptos, c'est par rapport à notre degré de connaissance de la blockchain et de la crypto en général, pardon, de la crypto dans laquelle on investit. Si vous en connaissez peu, bon, vous investissez peu. Si vous en connaissez moyen, ben, par rapport à votre capital, toujours, c'est moyen. Si vous en connaissez beaucoup, ben, par rapport à votre capital, ben, vous pouvez mettre beaucoup dedans. Par rapport à ce que vous voulez risquer. Ne mettez pas beaucoup alors que vous ne connaissez pratiquement rien. Ou très peu. Ouais, ça, c'est pas intelligent. Warren Buffett le dit souvent, hein, il a été très malin là-dedans, il dit, il n'investit que dans ce qu'il connaît. S'il ne connaît pas, ben, il n'investit pas. Tout simplement, c'est ça. Ben, ici, vous devrez faire pareil. Ça, c'est le meilleur conseil qu'il a pu vous donner. Alors maintenant, continuons ici. On voit que quoi que iOS, il y a un nouveau listing où ça à Bitpanda. Donc maintenant, ben, qu'est-ce qu'on voit? Ben là, en Autriche, ça va être quoi? Disponible. Donc ça, c'est quelque chose de quoi? Ben, rappelez-vous, un nouveau listing, c'est toujours quoi? De l'exposition. Donc ça, c'est parfait. Et maintenant ici, ça, c'est un article qu'il faut prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce qu'on attribue un fait. Et donc, l'auteur de l'article ici fait une relation avec deux choses qui, apparemment, ben, n'ont jamais confirmé que, ou n'ont jamais dit que. Et ça, c'est quoi? Je vais arrêter les énigmes, hein. Donc, c'est A. Ici, ça parle de Apple et de iOS. Beaucoup de gens se disent, bah, tiens, quand est-ce que le hardware, donc le hard wallet de iOS serait-il prêt? Mais ici, l'auteur de l'article, pardon, assume et dit que non, il a déjà été créé. Et créé à travers quoi? Les dispositifs Apple. Pourquoi? Parce que dans les dispositifs Apple, il y a une certaine fonction qui fait que ça, c'est... comment je dois utiliser le mot juste, hein, le mot correct, hein, parce que je l'ai en anglais, mais je ne l'ai pas en français. C'est, on va dire quoi? Ce serait un wallet optimal, le wallet idéal, on va dire ça comme ça. Hardware wallet idéal pour le iOS à travers, donc déjà mis de manière, comment dirais-je, de facto, donc déjà venant de Fabric dans les nouveaux iPhones. Et là, bah, ils sont déjà équipés de cela, qui pourrait être et qui pourrait servir de hardware wallet pour le iOS. Donc une compatibilité entre deux points ici qui sont clés. Et là, l'auteur de l'article bah, va dedans et il en parle. Alors maintenant, ici, il y a quelque chose, comme je dis, il faut prendre ça avec des pincettes. Vous voyez, c'est le Neural Engine, ainsi de suite, donc, comme on voit ici. Et ça, c'est quelque chose qui, quoi, bah, qu'on retrouve déjà à partir des modèles iPhone 8 et l'iPhone X qui ont déjà cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Comme je dis, il faut prendre ça avec des pincettes. Pourquoi? Parce que maintenant, la question est, et l'auteur de l'article aussi revient dessus, est-ce que Apple a fait ça en sachant que demain, ils allaient commencer à utiliser leur smartphone comme étant un wallet, ou mettant cela comme ça, ou c'est juste bah, que la technologie, bah, elle coïncide et que voilà, hein, que ce sont ces technologies qui sont aussi utilisées dans tout ce qui est cryptographique, ainsi de suite, vu que quoi, il revient bien sur ce qu'il a dit, hein, ce qui est le Face ID Recognition, et, empreinte digitale, ainsi de suite, tout ça, ça doit être encrypté dans le téléphone et ça ne doit pas être disponible. Donc c'est comme des clés privées.
Et donc ça, c'est le même processus que l'on a avec les wallets, ainsi de suite. Donc ici, s'il y a des choses que j'ai dans mon téléphone qui ne sont pas accessibles, qu'il faut des clés privées, donc un PIN ou bien mon visage ou mon empreinte digitale pour pouvoir y accéder, ben là, ça en fait quoi? Ben, des mesures de sécurité optimales pour un wallet. Et donc pour un hard wallet, donc c'est-à-dire quoi? Ben, que mon hard wallet, au lieu d'avoir un Nano Ledger S ou quoi que ce soit, dans le cas du iOS ici, ben là, le iPhone X et le iPhone 8 seraient des parfaits wallets, dispositifs wallet hardware. Ouais, donc ça c'est cette chose-là. Mais là, comme il dit, bah voilà, là c'est, on va dire, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que Apple a fait ça en connaissance de cause? Est-ce que petit à petit ils sont en train de faire pas mal de choses? Là, bon, on n'en sait rien. Mais sachant Apple, et Apple c'est une grosse compagnie qui a beaucoup de capital, qui sont en train de faire de la recherche et du développement, donc du R&D, ils mettent de l'argent dedans, ils ne sont pas bêtes. Il y a déjà le Apple Pay, il y a déjà pas mal de choses, et on est dans un monde de blockchain, et bien évidemment qu'ils sont en train de regarder ça. Alors, bien évidemment qu'ils sont en train de travailler et de développer ça, et de voir eux aussi comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir accès à ça. Sachez une chose, toutes les compagnies du monde sont en train de regarder ça. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi le blockchain. Donc c'est très important. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir Apple le faire. Mais dans ce cas-ci particulier, par rapport au iOS, c'est ça la chose que je dis, il faut prendre avec des pincettes. Donc faire très attention ici. Parce qu'il ne faut pas assumer que Apple a fait ça. Oui, parce qu'après, ça va être quoi? Oui, Apple a fait ça, donc ça c'est quoi? Ça c'est pour le iOS, donc Apple a des intérêts avec iOS, donc ouais, iOS va arriver à je sais pas combien, parce que Apple est là, Steve Jobs avait déjà vu, il avait déjà vu ça avant qu'il meure, il avait déjà fait des plans, ainsi de suite et tout ça, et maintenant bah, c'est son legacy, et maintenant bah, Tim Cook est en train de l'implémenter, et donc voilà, c'était déjà fait depuis le début, donc iOS c'est le nouveau Bitcoin. Non, faire attention, parce qu'après, il y aura d'énormes articles qui vont commencer à spéculer de cette manière-là. Donc je dis apprendre avec des pincettes. Ouais, donc là, c'est ça. Donc là, ici, c'était les faits marquants ici par rapport au iOS. Et maintenant, regardons ici le iOS au niveau de sa situation graphique. Qu'est-ce que l'on voit? Vous notez bien toujours le canal haussier dans lequel on est. Ici, vous voyez qu'on est en support de canal. Vous voyez ici un bas. Vous voyez tous les endroits où on a des flèches, hein. Donc un bas plus haut. Et vous voyez notre A, B, C, D. Donc c'est un des scénarios, on va dire, de la croissance long terme d'ici du iOS. Mais, comment dirais-je, le B, le D, c'est dans cette zone-là. Vous voyez que c'est pas dit qu'on va l'atteindre rapidement, mais là, c'est là où on va. Maintenant, ici, vu qu'on est en sous-évaluation et qu'on est en inside week candle, vous voyez qu'on est allé nulle part, on est toujours là, on est posé sur la moyenne mobile de 52 semaines. Si ce niveau-ci est notre niveau de support max et qu'on maintient le support de canal haussier, qu'on maintient ici ce point C qui peut durer longtemps, on peut accumuler longtemps, donc entre les 6 dollars et les 10 dollars. Après, vous voyez cette ligne ici rosée qui nous montre quoi? Ben, une remontée vers la résistance du canal. Mais là, vous voyez le canal, si on se maintient toujours dans cette région, et qu'on ne va pas plus bas, donc on est entre les 6 et les 10 dollars. Donc ici, jusque quoi? Jusque septembre, octobre, et qu'après on commence à avoir des signaux de décollage. Donc là, bah, ça resterait quoi? Ça resterait aussi. Donc ça, c'est une des probabilités. Mais à tout moment ici, on peut perforer en dessous de cette moyenne mobile, donc les 7 dollars plus ou moins, toucher les 6 dollars et atteindre quoi? Le niveau ici, ce niveau-là. Vous voyez ici le niveau A, où on a l'escalier haussier ici, le pointeur là, le support là, et ça c'est le niveau auquel on est, donc les 4 dollars. Donc ça aussi on doit l'avoir. Pourquoi? Bah, pour se maintenir ici dans quoi? Dans ce A, B, C, D, comme ceci, baissier. Ouais, là. Maintenant, si on atteint ce niveau-ci, est-ce que ça, c'est le niveau auquel on va faire réellement un demi-tour? Donc là, maintenant, il faut le voir. Ouais. Pour le moment, nous, on s'attend à quoi? On s'attend à se maintenir toujours dans cette hausse. Ouais. Là, on a les points clés. Ouais, on est allé comme ça. Maintenant, la question est ici. Est-ce que ça, c'est vraiment notre point C? Et est-ce que là, ici, on va sortir de cette zone de sous-évaluation? Pour le moment, on ne va nulle part. Et maintenant aussi, si on regarde bien iOS maintenant, bah, mérite-t-il du capital avec tous les problèmes qu'ils ont? On a vu des grosses personnes rentrer. Rappelez-vous une news la semaine passée, on a vu Peter Thiel rentrer dans Block One. On a vu Bitmain aussi qui met des billes dans Block One. On a vu aussi les commentaires de Mike Novogratz qui est très 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 haussier et, sur tout ce qui est iOS. Donc il voit réellement l'iOS comme étant un gros compétiteur pour Ethereum et avec un grand futur. Il dit oui, ils ont des problèmes là aujourd'hui, mais là, bah, ils ont là le capital nécessaire et les ressources pour réellement le solutionner, mais dans le futur, on voit que iOS est un gros player. Donc rappelez-vous, hein, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont dites par rapport au iOS, quoi que ce soit. La chose la plus importante ici, ce qui fait les règles, ce qui est factuel, ouais, c'est quoi? C'est l'argent. Ouais, moi, comme je dis, je m'en fous de ce qu'on dit pour ci, sur ça, sur ça. Moi, lorsque je fais mes analyses, je regarde où est l'argent. Si je vois que l'argent est sorti d'Apple et qu'il est rentré dans iOS, eh ben, il y a une raison pour que cet argent il fasse cela et l'argent ne bouge pas nulle part. Pourquoi? Rappelez-vous que l'argent maintenant est détenu par des investisseurs sophistiqués. Donc c'est quoi sophistiqué? Ils sont sophistiqués dans leur prise de décision. Chose qui n'a rien à voir avec le particulier qui, lui, n'est pas sophistiqué dans sa prise de décision.
Ouais, et là, ça va être la chaîne de valeur. Donc, pour expliquer ça, ben, c'est pour ça que je vais faire le mini documentaire, comme je dis, qui va illustrer ces points-là. Et là, ben, ouais, j'espère que, même pas j'espère, je sais que ça va vous ouvrir les yeux, ça va vous orienter, vous inspirer. Ça l'a déjà fait. Je vois l'effet que ça fait lorsque je présente cette thèse, tout simplement le gribouillant ici rapidement, ou lorsque je présente ça sur feuille ici avec des clients avec qui je suis là physiquement. Je vois l'effet que ça fait, je vois les messages. Donc, comme avec tout ce qui était short et le stop loss. Je vois les messages que je reçois, donc je sais qu'il y a une demande. Donc, maintenant qu'il y a une demande par rapport à quelque chose, moi, je viens avec une offre. Ouais, donc une offre quoi? Illustrative ici, éducative et informative, afin que vous puissiez le voir. Donc, ça, c'est très, très, très important. OK? Donc là, voilà où on est avec le IOS. Donc, pas de direction pour le moment, mais toujours avec cette menace d'aller plus bas. On est à un niveau clé ici, on est déjà sous-évalué, donc on peut rester là pendant un bon bout de temps. Donc, d'un côté, c'est quoi? Ici, il y a un risque à prendre avec le IOS. Comme je dis, moi, mon exposition, elle est minime, minime, minime. Et là, moi, comme je dis, bah, j'attends réellement. Donc, minime par rapport au capital que je place dans d'autres choses. Ça, c'est même ridicule, c'est même insignifiant. Ouais. Mais donc, c'est quoi? Bah, ça, c'est en rapport avec comment je sens le IOS. Je sens qu'il y a trop de risques pour le moment et que quoi? Même si c'est haussier pour le futur, bah, pour le moment, il n'y a rien qui prouve que. Donc, il n'y a rien. Et donc là, bah, vous voyez que ce que je vois de leur situation, eh ben, voilà, c'est pour moi, c'est ce qu'ils méritent. Donc, on va dire que voilà, si j'ai 1000 euros, bah, ils méritent 1 euro. Ce qui fait que si j'ai 1000 euros et que j'ai perdu 1 euro, je ne vais pas mourir et je ne vais pas faire une crise à cause de ça. Mais si j'aurais mis 100, 2, 300 et que je vois qu'ils ne font rien et que ça reste là à un moment donné, là, ça va m'énerver. Là, je vais me dire, j'aurais mieux fait de mettre mon capital ailleurs. Ouais. Donc c'est ça. Il y a encore un côté humain en moi, donc je suis pas à 100% Terminator, mais c'est ça. Donc le truc est quoi? Ben, ici, ben, 1 euro sur 1000 euros, ben voilà, c'est ce qu'il mérite. Tout simplement, ouais, c'est ça. Ok? Donc là, c'est sur thème de proportion pour que vous compreniez que réellement que l'investissement que j'ai dedans, c'est un truc, voilà, bof, que tu montes, que tu descendes, que ça va pas, ben voilà, ça va pas me tuer. Je devrais perdre 100 fois ça pour réellement, ben, 1000 fois ça, on va dire ça comme ça, hein, pour réellement ben, être en problème et réellement être énervé. Énervé, on va dire touché psychologiquement. Ok, donc là, voilà pour iOS. Maintenant, continuons. On va à Neo. Et maintenant, on voit que Neo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça fait déjà une news qu'on voit depuis pas mal de temps. On voit que Neo, maintenant, est en train de faire un upgrade, donc une actualisation au Neo 3.0. Et ça, maintenant, ça va faire quoi? Bah, ça va rendre leur plateforme encore plus puissante. Et là, comme ils le disent ici, hein, donc Eric Zeng, le cofondateur, donc là, c'est une des personnes qui était venue ici. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ben voilà, pour eux, c'est un upgrade qui est très important. Pourquoi? Ben, comme ils le disent ici, hein, c'est une toute nouvelle version de la plateforme. Et maintenant, ça va être construit pour quoi? Pour les large scale enterprise. Donc ça, c'est quoi? C'est une plateforme pour laquelle on s'attend à ce qu'il y ait des grosses entreprises qui viennent passer leur business chez nous. Donc ils ont une partie de leur business model montée chez nous. Donc c'est pour faire quoi? Des meilleures applications décentralisées, beaucoup plus robustes, tout ce qui est là, les smart contracts au top, tout au top, ouais, comme ils disent ici, hein, bien mieux, beaucoup plus grande quoi, transactions par seconde, que ce soit stable, comment dirais-je, améliorer encore l'accès aux API. Donc pourquoi? Ben pourquoi? Pour les smart contracts, pour être encore plus, comment dirais-je, beaucoup plus rapide et optimiser tout ce qui est au niveau économique et le pricing model. Pourquoi? Ben tiens, pour le service que l'on a lorsque vous utilisez notre blockchain, rappelez-vous, avec le gaz et ainsi de suite, que ce soit vraiment, ben voilà, comment dirais-je, on veut qu'il y ait du business. Donc vraiment favorable pour le business et vraiment ici quoi, pour les grosses entreprises. Donc ça, c'est la clé. Donc là, maintenant, vous voyez, c'est quoi? Ils se mettent Enterprise Ready. Donc, c'est vraiment ready pour le business. Donc là, c'est quoi? Neo, ils se mettent prêts. Donc, à la différence de, comment dirais-je, Ethereum, ils ont une alliance avec pas mal d'entreprises, mais ils ont des petits soucis. Enfin, même pas des petits soucis, des gros soucis. Mais vous voyez que d'un autre côté, ben, Neo, ils sont prêts. C'est pour ça que là, vous voyez ce qu'on a vu au début avec le Memorandum of donc le MOU, donc Memorandum of Understanding, signé avec Consensus, qui indirectement s'est ramené Neo en Chine. Vous voyez que c'est là où moi je me dis, bah tiens, ici il se passe quelque chose. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ici? Ça veut dire qu'ici que je dois encore aller plus profondément dans ce qui est là. Je dois regarder bah, quels sont les business, qu'est-ce qui est derrière réellement, qu'est-ce qui fait que, quels sont les business maintenant qui vont venir et bosser avec Neo, quelles sont les alliances qu'ils ont et qu'est-ce que Consensus va ramener. Qu'est-ce qui va se faire dans cette région? Quels sont les business? Qu'est-ce que la Chine a autorisé? Et commencer à balancer les deux. Ça veut dire quoi? Bah tiens, ici, bah, si eux ils savent des choses que nous on ne sait pas, ou bien qu'il y a des promesses ou qu'il y a des pactes, des choses qui ont été pactées via le consulting qu'ils ont eu avec le Consensus, avec le Néo, bah, c'est quoi? Équilibrer les deux. Avec là, il y a beaucoup de choses comment dirais-je, à réanalyser ici. Alors maintenant, continuons. Et maintenant, on va sur quoi? Bon, on reste avec Neo et on voit l'une de leurs applications décentralisées, donc l'un de leurs DApp. Et on voit que l'un de ces DApp ici, qu'est-ce qu'il a? Bah, ça a reçu pas mal d'argent. Rappelez-vous que Neo aussi a créé un crypto fund, donc un fonds qui fait quoi ce fonds? Bah, ce fonds, c'est investir dans des startups
et leur permettre de se développer tout en créant quoi? Leur startup et leur business, leur jeton, leur quoi que ce soit, leur ICO, le faire directement sur la plateforme de Neo. Et ici, il y en a une en particulier qui a été galardonnée, donc qui a gagné pas mal, enfin, qui a reçu pas mal de fonds, et c'est la blockchain Limpo. Et Limpo, ça fait quoi? C'est dans tout ce qui est santé et well-being, donc tout ce qui est wellness. Et ce côté ici, comment dirais-je, a reçu du capital venant du VC, donc du Venture Capital, comment dirais-je, projet backé par Neo. Et donc là maintenant, c'est quoi? Eux, ils ont su ce capital, donc ils vont pouvoir aller de l'avant et continuer à, comment dirais-je, à grandir. Donc c'est très 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 important, surtout où il faut regarder dans quelle région ils sont en train de faire cela, dans quelle région est-ce qu'ils sont en train de proposer leur solution blockchain, c'est en Asie. Une région très 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 dynamique, là où ils sont basés aussi, et comme on voit, hein, donc ouais, ils ont un long, comment dire, ils ont pas mal de choses qu'ils vont faire au niveau de la communauté, ils vont bouger dans différents endroits et ils vont s'arrêter où? Corée du Sud, Singapour, Chine et Japon. Donc dans cette région-là, ils sont en train de taper fort. Donc là, voilà, on va voir ce que ça va continuer à faire. Donc là, par rapport à ça, eux, ils vont se voir bénéficier des actualisations de Neo. Donc là, on va continuer à suivre cela et voir ce qui se passe. Oui, ça, ce sont ce genre de choses que l'on veut voir. Des choses qui sont utilisées, qui sont faites, qui sont mises sur place et on continue à aller de l'avant. Alors maintenant, on va regarder Neo ici. Et qu'est-ce que l'on voit? D'abord, prenons notre outil pour dessiner. Regardons déjà, vous voyez, toujours les anciennes résistances. Traçons une ligne et voyons voir quelle est l'interaction qu'on a avec ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, pile poil, comme vous le voyez, on est où? On est là, dans cette région ici où on ne va nulle part. Donc, compris entre les 25 dollars et les 35 dollars, nous, on est là, dans un range. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On voit qu'on est quoi? On voit aussi qu'on est dans une phase de sous-évaluation et ça fait déjà un bout de temps. Donc, réellement, on est haut depuis le mois de mai, ici, et dans cette phase de sous-évaluation. Donc, une fois qu'il était en dessous des 60 dollars, même des 70. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Là aussi, vous voyez qu'il y avait un canal de long terme. Pourquoi on avait des bas plus haut à chaque fois? On avait ce gros point pivot. On était remonté ici au mois d'avril. On est revenu là avec au mois de mai, on a perforé cela à la baisse. Donc là, on s'attendait à quoi? Avoir un rebond ici et de voir le néo continuer à la hausse. Mais ça, c'est comme dans tout l'écosystème. Vu qu'on a perforé cela. Donc on est en dessous de quoi? Du support du canal haussier. Donc là, on est sorti légèrement de notre momentum haussier. Maintenant, on a quoi? On revient dans un sell side. Donc, vous voyez ici, c'est quoi? On a un haut plus bas, un haut plus bas, un haut plus bas. Jusqu'ici, si on transforme jusqu'à la fin, ça nous donne ça. Avec la base de ce que l'on avait, vous voyez quoi? On a un triangle. Et ce triangle, on est arrivé réellement à la partie la plus étroite, ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Où on perfore à la hausse et on sort du sell side, ou on continue d'aller plus bas et on va au niveau plus bas. Donc, c'est quoi? C'est un niveau au niveau des 20 dollars. Vous voyez qu'on est déjà, ça fait un long moment qu'on était ici en zone de sous-évaluation. Mais maintenant, on se dit, tiens, 20 dollars pour le Néo. Je prends le risque avec le Néo pour du long terme. Néo, ça m'intéresse. Néo, c'est une crypto que j'aime bien. Et ainsi de suite. Je vois qu'il n'y a même pas que j'aime bien. J'aime bien pourquoi? Parce qu'il y a un gros potentiel. Ici, ce n'est pas des sentiments comme en avant. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de souhait, il n'y a pas Père Noël qui va nous ramener un Néo à 160 dollars. Non. Ici, on aime bien une crypto. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est fondamentaux. On voit ce qu'elle est en train de faire. Et on voit que tout ce qu'elle est en train d'amener, sa solution et l'offre qu'elle a, tiens, on voit qu'elle a une place dans le futur. Donc, on dit ça ici sur base de notre modèle, on se dit, tiens, ça pourrait s'évaluer dans le temps. Pourquoi? Vu la demande et vu l'utilité et les solutions qu'ils sont en train de mettre sur place. Vous voyez ici, les solutions, pourquoi? Pour des entreprises. Donc, regardez bien dans la région dans laquelle ils sont. C'est une région où il y a beaucoup de pays émergents, une région très dynamique, une région où elle est en train de provoquer un changement dans le paradigme. C'est quoi ce paradigme? C'est quoi? Prendre la puissance des pays industrialisés, donc G7 qui eux avaient le monopole dans le monde au niveau étant la tête du capitalisme. Et maintenant, on voit que c'est en train de shifter pour aller vers les pays de l'Est. On voit qu'il y a plus de milliardaires qui sont créés là-bas, plus de multimillionnaires qui sont créés là-bas, des gros business sont créés là-bas, ouais, des Tencent, des WeChat, ainsi de suite. On a beaucoup de gens qui sortent de la pauvreté. C'est pour ça qu'on appelle ça émergent. Et maintenant, si on a une balance que quoi, il y avait peut-être 10% sur les 100% de la population qui était bien, maintenant ce pourcentage est en train de grandir. Donc de plus en plus de personnes qui passent des temps, comment dire, pauvres, qui rentrent dans la classe moyenne, et de la classe moyenne qui passent à la classe super riche. Oui. Et donc là, ça fait quoi? Ils ont un pouvoir d'achat. Donc ça redynamise l'économie. Et tout ça, on le voit là-bas. Mais maintenant, quand on regarde dans l'autre côté du paradigme, donc quand on regarde dans les pays comment dirais-je, occidentaux, on voit que c'est le contraire. Ouais. Les riches sont très peu, la classe moyenne est en train de disparaître, et elle tend en plus à aller vers la classe moyenne, vers le, comment dirais-je, et d'aller en dessous de la classe moyenne. Oui, une classe moyenne réellement qui est de plus en plus difficile, où la définition de ce que nous on voyait comme étant classe moyenne bien, elle n'est plus aussi prospère. Donc là, il y a un changement. Donc maintenant, Néo, on sait qu'ils sont dans cette région, on voit tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, il y a des business là-bas, donc ça peut être la solution clé pour ces business-là, dans une région qui est dynamique.
Vous voyez que là, il y a un plus. Donc, vous voyez que là, vous devez avoir aussi une connaissance qui va, vous devez savoir exactement dans quoi vous investissez et d'où va venir cette demande. Déjà, d'où ça va exploser. Ouais, ils sont pas en train de faire ça dans un désert. Vous voyez, des smart cities et tout ça qui sont en train d'être faites. Et c'est où? C'est là-bas. Ils sont en train de créer de beaucoup plus d'infrastructures. Il y a des gens qui sortent des zones rurales pour aller vers des villes. Mais des villes, il n'y en a pas assez. Donc, on est en train de créer des villes ou transformer des zones rurales en infrastructures. Comme vous avez vu je me souviens plus la ville avec laquelle était Ethereum et leur MOU là-bas. Bah voilà, c'est une ville qui veulent quoi? Bah, c'est une zone, on va dire, il n'y avait rien. Bah maintenant, on veut que ce soit, on va construire ici. Ouais, un peu comme Dubaï. Et toutes ces zones-là, qui à 35 ans ou moins de 40 ans, c'était des déserts, bah regardez aujourd'hui, bah ouais, bah c'est ça. Là, on va faire la même chose. Donc c'est quoi? Il y aura beaucoup d'activités ici. Tout ça, ça va ramener quoi? Ben, c'est de la croissance. Et donc cette croissance-là, ben, Neo va y participer. Ça va être la plateforme qui va permettre le lancement de toute cette croissance. Donc elle a une place importante. Donc si on arrive à être le leader dans cette région-là, avec tout ce qui est en train de se passer, c'est clé. Surtout sa position avec la Chine. Donc là, maintenant, on voit que dans son propre terrain, bah, il est en compétition avec un géant qui est Ethereum. Donc là, ça en fait une compétition intéressante. Donc ici, voir comment il faut se rebalancer avec ces deux chevaux-là, Ethereum et le Neo. Sans oublier le Zilliqa et le EOS et ainsi de suite, vu qu'ils sont tous dans cette région-là. Ouais. Donc là, ici, Neo, lorsqu'on voit ça, ben voilà, la clé, c'est ça. On regarde ici, si on analyse maintenant quoi? On regarde ce qui se passe ici. On a quoi? On a un nuage de moyenne mobile juste au-dessus. Vous voyez qu'il y a très peu d'inclinaison. Ici, on est flat, inside week candle, mais dans une bougie haussière. Mais on n'a pas contesté les 50% de cette bougie, donc réellement 45 dollars à la hausse. Enfin, au-dessus de ces 45 dollars, mais ce n'est pas encore le cas ici. Donc là, on a ça. On a perforé tout ça. Et là, on a un moment qui est clé. Donc maintenant, on va voir comment cela va se passer. Ici, on tend plutôt à aller vers la baisse. Donc on est en train de contester réellement cette bougie haute. Vous voyez, on a une espèce de reversal ici, mais on va nulle part. On est vraiment horizontal ici. Donc on a réellement à avoir une direction. Et maintenant, ben, on finit avec quoi? On finit avec le Cardano. Maintenant, ici, on parle du Cardano. Cardano, on dit oui, Cardano, c'est une très bonne crypto, ainsi de suite. Mais il y a trois points clés ici qui font défaut. C'est quoi? Une chose que j'ai souvent dit, c'est quoi? C'est leur approche scientifique et ainsi de suite, tout ça. Ce qui fait que, selon l'auteur de l'article, ça peut faire que quoi? Que le projet ne soit pas spécialement si accessible que ça, mais toute cette recherche, elle est financée par qui? Donc c'est ça qu'il y a. Donc on dit que Cardano, réellement, ben, il pourrait avoir un souci de décentralisation et réellement ben, être à l'encontre de ce que l'on veut. Rappelez-vous que ça aussi, c'est un thème qu'il faut prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que la promesse de décentralisation venait et était accompagnée avec le Bitcoin, qui lui se maintient toujours comme étant, maintient toujours cette promesse de décentralisation. Mais il a une fonction et une utilité qui est clé. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est de confondre cela avec tout le reste comment dirais-je, avec le reste des cryptos. Et chose qui n'est pas pareil. Rappelez-vous que toi, si tu as une plateforme, là c'est au niveau de sa blockchain, donc comment l'outil fonctionne, qui est décentralisé au niveau de quoi? Bah, toutes les données, je ne les ai pas ici. Donc elles ne sont pas 15 rue de la Pierre, mais elles sont dans différents endroits. Oui, donc là, si 15 rue de la Pierre, ça brûle, eh ben, c'est pas grave, on a le reste des endroits qui est là. Ça, c'est ce côté décentralisé, oui, qui est utilisé. Oui, mais il ne faut pas confondre cela avec le côté décentralisé du Bitcoin, ce que le Bitcoin représente. Oui, donc ne pas ramener ça dans tout. Vous voyez, il y a une décentralisation avec certains projets, enfin avec le reste des projets et le reste pardon, de la sphère crypto, mais il faut bien la comprendre. Et ça, c'est là, il ne faut pas mélanger tout, et surtout avec le Cardano Wave, il faut tout prendre avec des pincettes, et il faut vraiment savoir de quoi est-ce que l'on parle ici. Et donc là, voilà, il parle des trois points ici. Donc le point, c'est cette approche scientifique au niveau de la recherche, qu'il faut que ça peut exclure pas mal de personnes, et moi, ça me donne mal à la tête, ça c'est clair. Ensuite, c'est quoi? Euh, Ici, voilà, mais là c'est plutôt au niveau du réseau, hein. Donc là, j'ai pas trop bien compris, pas trop bien saisi le pourquoi. Vous voyez, j'ai saisi ce qu'il dit dans l'article, mais je voyais pas comment est-ce que ça pourrait être un problème par rapport à eux. Donc il dit que Cardano pourrait souffrir de son propre buzz, donc de son propre succès, et que Cardano pourrait être son propre Cardano killer par rapport à son succès. Donc en gros, voilà, ça c'est son deuxième point. Voilà. Mais après, c'est quoi? Le dernier point, et ça c'est un point qui est clé, c'est que Cardano, pour eux, ils voient ce côté privé comme étant un droit. Vous voyez que M. Hoskinson s'est souvent exprimé là-dessus et que pour lui, le côté privé et régulation, comme on dit, sont deux choses qui sont on va dire, latéralement opposées. Donc chacune
au bout du spectre. Mais pour lui, ben, voilà, il dit que non, ça, on peut arriver à avoir un point commun. Donc avoir un protocole qui va nous permettre d'évoluer avec une crypto et une blockchain et avoir cette fonction de privacité tout en étant aussi un projet qui est régulé. Donc c'est-à-dire en étant en accord avec les diverses lois, mais au niveau international, et avoir ce côté privacité sans pour autant avoir beaucoup de, comment dirais-je, toute la controverse qui entoure le côté anonyme, privé, confidentiel, ainsi de suite des cryptos. Pourquoi? Ça, c'est une fonction qu'ils veulent intégrer. Rappelez-vous que l'équipe de UHK est l'équipe conseillère derrière Zencash, qui est une crypto privée qui a été l'une des trois maintenant qui est à Pornhub, donc avec le Tronix et le Verge. Donc ça, c'est un grand avocat de tout ce qui est privacité. Mais il y a des cas concrets, comment dirais-je, qu'il faut, comment dire, qu'il ne faut pas oublier hein, lorsqu'on on parle de ça, qu'il y a beaucoup de controverses qui entourent cette catégorie de crypto privée. Maintenant, continuons. Et là, maintenant, bah, c'est lui-même, le propre CEO, donc Charles Hoskinson, qui parle de sa vision. Donc, sa vision de voir le Cardano arriver à 1 trilliard, mais pas de manière spéculative au niveau investissement, mais réellement au niveau de quoi bah, on va générer 1 trilliard, on va arriver à 1 trilliard au niveau de l'utilité que nous, on va ramener à notre blockchain au quotidien, vraiment pour résoudre réellement, ben, amener vraiment des solutions aux problèmes que l'on a dans l'économie réelle et dans des zones. Ouais, donc, vous connaissez un peu toute sa vision. Hein. Donc, on le suit quand même pas mal. Le livre, vraiment, c'est vraiment ça. Donc, vraiment, se différencier de ce côté Bitcoin. Et encore une fois, là, je dis, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que maintenant, il ne faut pas, une fois que vous avez bien connaître ces cryptos, il ne faut pas, comment dirais-je, confondre ce qu'est le Cardano et ce que fait le Bitcoin. Ce sont deux choses complètement différentes. Aujourd'hui, l'utilité qu'on donne au Bitcoin, c'est une certaine classe de la population qui a une utilité, enfin qui a donné son utilité au Bitcoin et il l'utilise pour, comment dirais-je, dans des fins qui sont bien spécifiques. Et vu qu'ils ont tout le capital, ils vont décider de ce qu'ils vont faire avec. Vu que ça, ils ont dit, non, pour nous, le Bitcoin, c'est ça. Donc, c'est le digital gold. Et tous ceux qui ont du gros capital, ils l'utilisent comme ça avec. C'est l'argent qui fait la loi ici. Maintenant, le Cardano, lui, veut donner une autre utilité. Donc ça, c'est des choses qui sont complètement différentes. Mais vous voyez que c'est ça, hein, pour... faut comprendre aussi, Bitcoin, c'est le numéro un, c'est le premier, c'est toujours là. Donc si je parle... si on exclut... Ouais, on ne peut pas exclure le Bitcoin des discussions. Pourquoi? C'est le numéro un. Et le but du jeu, c'est quoi? C'est d'abattre le numéro un. Donc même si on n'a rien à voir avec notre catégorie, enfin avec sa catégorie, même si on ne joue pas dans la même catégorie ou quoi que ce soit, eh ben voilà, pour revendiquer notre place, on est toujours obligé de quoi? Ben, de se montrer par rapport au Bitcoin. Oui. De dire, ah bah tiens, je suis plus rapide que par exemple Dash. Je fais souvent ça maintenant. Dash devrait être en compétition directement avec le Litecoin. Dire que oui, on est mieux que le Litecoin, on est mieux que si, on est mieux que ça. Tous ceux qui sont dans le paiement, Bitcoin n'a rien à voir avec ça. Mais bon, là, vous voyez, c'est encore une autre discussion ici. Mais bon, là, pour en revenir à tout ce que disait l'équipe de Cardano, bah, c'est ça. Un, par rapport au Bitcoin. Deux, par rapport à l'utilité. Et trois, par rapport à Ethereum. Pourquoi? Ben, par rapport à Bitcoin, bien évidemment, bah, Bitcoin, c'est pas assez rapide. Et Ethereum, bah, tiens, ils se disent d'être une plateforme supérieure, mais ils se ont été congestionnés lorsqu'il y a eu bah, les CryptoKitties. Et donc maintenant on termine avec quoi? Avec l'intégration du Cardano, donc du ADA, dans quoi? Ben, au niveau crypto, ben, dans le Iron FX, qui est ma maison, qui est la boîte avec laquelle ben, j'étais à la gestion du fonds, j'étais à IB, donc j'ai fait pas mal de choses avec eux. Et aujourd'hui encore, mais moins qu'avant. Donc là, ben, voilà, comme ça, vous le savez. Et donc voilà, donc maintenant, ben, vous voyez que de plus en plus, hein, on voit que quoi, il commence à shifter, vu que voilà, une des raisons pour lesquelles moi, j'ai commencé à me distancer, donc commencer à arrêter à faire pas mal de business et donner accès aux services à cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de crypto. Ouais, lorsque moi j'étais encore là, donc 2014, 2015, 2016, ainsi de suite, les cryptos n'avaient pas encore ce grand boom. Enfin, il y avait déjà un grand boom de crypto, mais la boîte n'y était pas. Et ça, c'est quelque chose que je disais souvent là-bas aux réunions. Je dis, écoutez, les clients chez moi, ils veulent des choses physiques et donc de l'or d'un autre côté et de notre côté, et ils veulent quoi? Ils veulent des cryptos. Bah, ici, il n'y a pas de crypto. Les cryptos, les clients qui sont là aujourd'hui, ça ne les intéresse pas, Apple, ainsi de suite. Vous voyez que, en gros, la psychologie, c'est quoi? Bah, ça, c'est pour Warren Buffett. Nous, on a un truc à nous maintenant dans lequel on peut commencer. Et voilà, je commence avec ça. Ça, c'est ça qui m'a attiré. Donc, vous voyez que c'est ça. S'il y a une demande, on doit donner une offre. Et ici, ben, l'offre, elle n'y était pas. Et donc moi je dis, bah, si vous, il n'y a pas d'offre, mais que moi, tout ce que moi j'ai comme client, ben, la demande qu'ils ont, c'est par rapport aux crypto. Donc on ne va pas pouvoir continuer le business comme on fait. Donc moi, je vais commencer à prendre mes distances. Je vais garder une fonction toujours avec eux, mais pas la fonction comme j'avais, on va dire, aussi active que celle que j'avais au début. Alors, rappelez-vous que IronFX, c'est le nom commercial, mais réellement le nom de la compagnie, c'est HeadSafe UK Ltd. Il y a deux compagnies, hein. Il y a celle qui est à Chypre et celle qui est à Londres. Moi, c'est celle qui est à Londres. Donc, celle qui est à Londres, c'est celle qui donne tous les services de hedge fund, de gestion, asset management, ainsi de suite et tout ça, et portfolio management. C'est celle de Londres.
Et tout ce qui est brokerage, donc tout ce qui est broker, plateforme, ainsi de suite, ça c'est à travers l'entité qui est à Chypre. Donc il y a deux entités ici et il ne faut pas confondre. Donc ça c'est l'initiative qui vient de quoi, de l'entité de Chypre qui elle maintenant se dit bah quoi, ben là on doit commencer à aller de plus en plus dans les cryptos et commencer à intégrer le trading dans les cryptos. À un moment donné ils avaient Bitcoin et c'est tout ce qu'ils avaient. Alors maintenant les offres aussi c'était pas ça, c'était pas les conditions de trading n'étaient pas extra. Mais maintenant, d'après ce que je suis en train de lire ici dans l'article, je vois qu'ils sont en train de s'améliorer, vu que moi je reçois encore pas mal de mises à jour, mais je trouve que c'est encore assez lent. Ils pourront encore faire beaucoup mieux par rapport à ça. Un exemple, eToro a beaucoup plus comment dirais-je, de propositions par rapport aux crypto. Quoique les conditions elles sont ce qu'elles sont, mais ils sont déjà beaucoup plus ouverts et ils ont avancé beaucoup plus rapidement dans les cryptos que le groupe IronFX. Voilà. Et l'équipe d'Itoro, j'ai participé à pas mal de réunions. Il y avait Sally Talomon qui est basé à Tel Aviv, qui est venu ici à Madrid, vu qu'ils ont pas mal de clients ici, hein, que tout ce qui est hispano, c'est elle qui s'en occupe. Et oui, ils ont pas mal de clients à ce niveau-là. Et leur offre de crypto est bien plus intéressante que l'offre crypto que FireNFX. Mais là, vous comprenez que c'est quoi? C'est à travers des dérivés que vous opérez lorsque vous opérez avec eux. Ok, donc là, mais ouais, ouais, que là, ça vient tard. Pourquoi? Il y a la grande majorité des clients, ouais, j'en avais pas mal qui étaient là-bas, certains qui avaient monté des fonds et tout bazar là-bas, ils ont déjà tous migré. Ils ont déjà tous sorti, clôturé leur compte et ils sont partis. Ouais, même moi-même, je n'opère même plus avec la plateforme que j'avais chez eux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, voilà, hein, je dis, je peux avoir mes actions chez eux ailleurs, mais ici, voilà, j'ai un certain hedging, mais moi, je veux un certain hedging aussi au niveau des cryptos que j'ai, et là, vous ne le donnez pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, hein. S'il y a une demande et que l'offre ne matche pas la demande, c'est-à-dire que l'offre ne répond pas à la demande, que fait la demande, les clients partent. Et c'est ce qui se passe. Et moi, je me suis fortement distancé. Tout simplement, c'est ça. Ça, c'est le business, c'est tout. Mais bon, voilà, hein, vu qu'on est encore dans cette phase-là, ils ont encore le temps d'améliorer d'améliorer, euh, comment dirais-je, d'améliorer leur service. Ok, alors maintenant on termine avec le ADA. Et qu'est-ce qu'on a ici avec le ADA? Pareil que toutes les cryptos de cette catégorie. Vous voyez que cette catégorie, elle évolue pareil. Vous voyez, c'est quoi? Les patrons sont identiques. Ils sont tous dans un mouvement horizontal. Et ils sont tous ici sur quoi? Ouais, leur ancien support. Donc ici, si on prend notre outil et qu'on dessine cela, ça nous donne ceci. Vous voyez, si on avait notre escalier haussier, tac, comme ça, les hauts max, le haut et le haut plus bas, boum, et vous voyez qu'on a quoi? Le même triangle. Là, on est hors du triangle, mais par quoi? Par fatigue, tout simplement pourquoi? Parce que le temps est passé. Et réellement, nous, on est allé nulle part. On est sorti de la zone de sous-évaluation, mais on est revenu au même niveau de prix, au niveau du support, mais on est allé nulle part. Vous voyez qu'on n'a rien, on n'a pas de volume, on n'a rien du tout. On a un nuage de moyenne mobile. Vous voyez ici, j'assume que quoi? On pourra voir cela. Ça, c'est ce qu'on s'attend à faire pour revenir ici. Mais ça ne va pas être fait comme la tour Eiffel. Vous voyez qu'on va commencer à monter comme ça en, comment dirais-je, en A, B, C, D. Et vraiment, s'attendre à quoi? À voir vraiment ce retournement de patron de tasse. Maintenant, le Cardano, on a un fond de tasse. Vous voyez, ça, si ça, c'est ma tasse comme ceci, on est là. Ouais, on est vraiment ici dans ce fond de tasse, donc dans un grand trading range. Et pour le moment, on est sur le support de ce range. Donc, vous voyez ici, c'est les 40 cents et les 15 cents, là où on est. Et là, on est dans la partie basse. Ouais, et ici, on se rapproche de quoi? De la fin, on va dire, du sell side, proche du buy side. Mais maintenant, tiens, il faut vraiment qu'on explose. Mais c'est quoi l'explosion qu'on attend ici au-dessus? C'est ce nuage de moyenne mobile et bien évidemment l'injection de capital. Tant qu'il n'y a pas ça, on n'ira nulle part. OK? Donc là, voilà pour aujourd'hui. Voilà tout ceci, tout ce qu'on devait voir là aujourd'hui pour commencer la semaine. Lundi, voici une semaine quand même assez calme. Ça n'a pas commencé de manière très 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 dynamique. Vu qu'on a vu pas mal de choses, maintenant on attend. On attend quoi? On attend des améliorations, on attend que le système, enfin pardon, que les plateformes, que tout ceci aille de l'avant. La seule réellement qui réellement sort du lot et qui est en train d'avancer fortement, c'est Zilliqa. Les autres, elles ont déjà pas mal de capital, elles ont des grands noms, mais Zilliqa, avec le peu de moyens qu'ils ont eu, se sont débrouillés et ils sont là où ils sont. Et Neo aussi, mais vous voyez que c'est pas encore trop mis en avant et on ne voit pas tous ces bienfaits être reflétés dans le prix. Donc c'est la catégorie aussi qui est là. Donc rappelez-vous, dans cette catégorie, numéro un, ce qui va recevoir du capital, c'est Ethereum. Rappelez-vous qu'à un moment donné, quand vous regardez les cryptos, vous devez les subdiviser par catégorie. Donc c'est ça qu'ici, on a ces émissions qui sont par catégorie. C'est cette catégorie ici de plateformes. On voit ici la compétition qui est entre elles et ce sont les plateformes réellement, on va dire quoi, les plus connues, les plus robustes et celles qui sont là. Donc on a celle-ci et on a encore l'émission du vendredi qui reprend encore d'autres plateformes, donc Ethereum classique et ainsi de suite. Et donc là, vous voyez que là, c'est une grosse catégorie.
Mais bon, voilà. Donc, on va continuer à suivre cela. Donc, moi aussi, vous pouvez me retrouver au www.icitium.com pour tout ce qui est service de consulting et de recherche. On a ça ici. Venez, vous allez avoir le lien. Vous regardez ça tranquillement. Si vous avez besoin de plus, si vous avez des questions, besoin de plus d'informations, bah, vous avez le email ici pour tout ce qui est business. Vous me contactez ou vous me contactez ici à travers quoi? À travers le box de messages. Et lorsque je la reçois, bah, je reviens vers vous le plus rapidement possible. Ok? Donc voilà, rappelez-vous quoi, que j'ai encore mon petit documentaire. Donc là, je suis en train de mettre les idées. Donc ce dont je vais parler ici, donc avoir pas un scénario, mais avoir les idées claires ici sur papier, vu que moi je le gribouille souvent. Mais là, remettre ça clair et en faire des chouettes illustrations. Comme ça, ben voilà, ça va être bien plus éducatif et non juste un commentaire, une parenthèse que j'ouvre lors d'une émission. Et ici, là, on va vraiment aller, donc on aura une vidéo spé par rapport à ça. Donc une fois que ça c'est OK, bah, je vais le publier. Donc, bien évidemment, l'enregistrer et le publier. OK? Donc, voilà. Bon début de semaine à tous. Un grand merci. Vous passez une excellente journée et on se retrouve demain, mardi, pour un autre crypto trading. Merci à tous. Bye bye.